Voilà, merci beaucoup de votre présence nombreuse. Vous auriez, pour beaucoup d'entre vous, pu choisir d'aller prendre une douche, de piquer une tête, d'aller se reposer en famille, et vous êtes là, assez fidèles. Je retrouve les têtes et représentant d'ailleurs des milieux très très divers, et ça me réjouit parce que ça ne peut qu'enrichir le débat avec la présence d'élus qui sont ici présents autour d'Élodie de Carino et d'autres collaborateurs de l'agglomération et de la ville, et présence de Claude Schweitzer, conseiller régional d'Alsace, et d'autres élus, je vois l'adjoint de Rixheim et d'autres présents, et merci de votre présence. Merci aussi à Antoine Latente d'avoir pensé pouvoir venir ce soir animer le débat. Il se trouve qu'il a eu un petit accident, et donc on va essayer de faire un débat plus participatif encore, sans intermédiaire, sans médias. Merci à Luc Gaillet qui n'a pas pu être présent, qui est président de la CIM et qui nous héberge ce soir comme pour les autres conférences. Je crois que c'est la 4e aujourd'hui. Merci aussi, grand merci à Gérard Binder, président du Conseil de développement, et pour ma part, avec d'autres élus, je pense que nous avons la chance d'avoir un Conseil de développement particulièrement attentif à la question à la fois démocratique et aussi sur la question de l'énergie. Nous avons besoin de convictions citoyennes, nous avons besoin de gens qui réfléchissent, qui deviennent des experts de la cause et qui viennent partager avec nous. Et donc, je voulais remercier, comme je voulais remercier Loïc Richard, à qui tu as confié toute la question énergie, qui d'ailleurs a été déjà là pour animer et partie prenante, et je voudrais vraiment vous remercier. Il se trouve que cette conférence s'inscrit dans une période particulièrement faste, puisqu'on est à l'issue du débat national de la transition énergétique, dont j'ai souhaité à l'époque, à la conférence environnementale en septembre 2012, que ce soit aussi un débat régional, voire territorial. Il y a eu très peu de débats au niveau régional. Il y aura eu le débat territorial de l'agglomération. Nous avions particulièrement contribué. Souvenez-vous, par une réunion publique, une manifestation importante le 6 avril, par des ateliers participatifs et par la rédaction de propositions vraiment qui ont été partagées par les uns et par les autres. Et à cet égard, je voudrais remercier l'équipe de développement durable d'M2A de faire ce travail. Il se trouve qu'au titre de l'Assemblée des communautés de France, je représenterai avec d'autres élus les territoires lors de la conférence du 20 et 21 septembre, où s'exprimeront alternativement en entrée ou en sortie les présidents de la République et les premiers ministres. Nous sommes beaucoup à attendre des vraies orientations, des vrais moyens d'incitation, une vraie politique de transition énergétique. Et ça dépasse, je veux le dire ici, largement le clivage politique, mais moi j'attends de ce gouvernement qu'il s'engage très fortement, avec audace, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas de changement sans courage et sans audace, vers une transition énergétique dont nous savons qu'elle est d'abord éthique, et que nous pensons aujourd'hui à notre génération, mais aussi les générations futures. Et donc je représenterai l'ADCF pour rappeler, et ça me permet d'introduire ce que va nous dire Gérard tout à l'heure, Gérard Magnien, l'importance stratégique, fondamentale des territoires organisés qui représentent les territoires vécus. Nous avons encore en France l'impression que plus on s'éloigne du territoire, plus les élus ont de la valeur et de l'importance. D'ailleurs, dans les coupées de ruban, vous voyez un petit peu ça. Et en réalité, c'est les élus locaux, dans le couple commune-communauté, qui réalisent la plupart des investissements et des changements et des transformations. Et c'est très important, y compris par rapport aux sachants de Paris, dans les différents courants de pensée, que c'est dans les territoires que les choses vont bouger, et j'en ferai la démonstration de quelques instants, mais ce n'est jamais qu'une introduction à ce que veut dire Gérard Magnien. Et donc, nous avons voulu qu'à Mulhouse, et j'en suis fier, avec vous toutes et vous tous, que ce débat ne se limite pas à une période sur le débat national, mais ce débat doit être continu, parce que débattre fait partie d'une grammaire démocratique exigeante. Et nous avons oublié cela en France. Et quand on oublie d'être capable de débattre et d'être en désaccord les uns avec les autres, on arrive à des caricatures de débat à la télévision et des antagonismes dont beaucoup de gens n'ont rien à faire. Et donc moi je souhaite que le débat soit toujours l'occasion, à partir de conférences importantes, d'aller au fond du sujet avant de porter des drapeaux, des emblèmes, juste pour s'opposer à l'autre. Donc c'est une affaire trop sérieuse pour être politicienne, en clair. Et donc on est vraiment sur des sujets d'importance, politique au sens noble du terme, sur lesquels il faudra faire des choix, forcément. Mais je suis content et je suis heureux que dans notre agglomération, cette démarche d'un débat continu, d'une information continue, de sensibilisation, d'un débat, d'une élaboration collective au sein du Conseil participatif. Pour le prochain mandat, il faudra forcément le renouveler, certainement prendre des gens tirés au sort aussi. Je pense que c'est important, et de considérer que l'implication, ce qui a fait l'objet d'un débat
d'une collaboration, ce n'est pas seulement l'implication des politiques, bien sûr importante, mais aussi des organisations. Nous avons dans la salle des chefs d'entreprise et des entrepreneurs qui ont envie de bouger les choses, mais aussi les habitants. Ce n'est donc pas un discours démagogique, descendant du style « dormez tranquille, la transition va se faire sans vous ». Elle se fera, comme le disait Pierre Hadane, « je fais, tu fais, nous faisons ». C'est à la fois les politiques, les organisations, entreprises, associations, habitants qui devront se bouger. Et donc, on voit bien que l'énergie était un objet de consommation. Au fond, la conquête de l'après-guerre, c'était important. Il fallait reconstruire le pays, l'énergie, et distribuer, c'est devenu une chose normale. C'est un objet de consommation. C'est aujourd'hui un sujet de débat avant d'être sans doute un enjeu de civilisation. Comment produire autrement et comment mieux consommer? C'est donc vraiment des enjeux aussi de changement de comportement, de rapport à la vie qui vont se faire, du vivre ensemble qui vont se faire avec des enjeux sociaux. J'ai lu récemment que les énergies seront chères avant d'être rares. Donc il y a aussi des enjeux sociaux. Il y a des enjeux économiques de relocalisation de l'activité et des activités non délocalisables. Et l'enjeu environnemental qui est un enjeu mondial et un enjeu territorial, c'est ce que va dire Gérard tout à l'heure. Et nous avons la chance d'accueillir Gérard Magnien. Je peux dire que c'est un ami, puisque ça fait très longtemps que nous sommes côte à côte. Et c'est le délégué général d'Énergicité, qui est une association européenne qui rassemble plus de 1000 villes ou agglomérations, dont M2A, sur 30 pays différents. C'est un vrai mouvement en profondeur qui est en train de prendre racine dans tous les territoires européens. Et nous sommes, nous, signataires de la Convention des maires, des 3x20. Gérard Magnien en parlera tout à l'heure. Pour nous, c'est important qu'il y ait des étapes intermédiaires pour atteindre l'objectif de diviser par 4 la production de gaz à effet de serre des accords de Kyoto. Sans doute que Gérard Magnien est certainement un des meilleurs spécialistes européens, voire du monde, sur la question des enjeux énergétiques à l'échelle locale. Quelle est la question fondatrice qui est posée? Qui n'est pas forcément une question alternative, mais en tout cas, très clairement, j'en ai parlé d'ailleurs hier, j'ai eu la chance au titre de l'ADCF de rencontrer des gens merveilleux, je dois le dire, nouveau président de l'ADEME, Léchevin, qui est un monsieur vraiment remarquable, qui était d'ailleurs responsable national de la JOC, qui a fait des parcours dans l'entreprise, qui a une vision au-delà des chapelles. Madame Michèle Bellon, qui est présidente de RDF, qui est une femme remarquable, avec à ses côtés Catherine Alvax, qui est l'Alsacienne et qui est une spécialiste énorme, et qui montre que nous avons des grands spécialistes, y compris chez les énergéticiens, et qui ont volonté d'avancer. Et puis la Doucette, qui est le patron de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie. J'ai posé la question en tant qu'ADCF. Comment construire une transition, comment passer d'une logique qui était centralisée, forcément, c'est la construction nationale, qui était forcément productiviste. On ne demandait pas de partir des besoins, à partir de logique de production, et qui va du haut vers le bas, qui sera certainement jamais anéantie, et ce n'est pas le souci, mais vers une logique de décentralisation, c'est-à-dire une logique systémique, qui pose l'énergie comme la matrice de toute une série de politiques publiques. On ne peut pas commencer de parler de production si on ne parle pas de diminution de consommation, et donc d'un regard sur l'urbain différent, des transports de modalités doux, enfin bref, quelque chose qui est transversal, et puis qui est citoyenne. Comment passer du consommateur au consommateur. Et donc, on voit bien que nous sommes nombreux à penser que ce soit à travers le scénario de l'ADEME, ou de Négawatt ou d'autres, ou d'Énergicité, qu'on ne réussira pas la transition énergétique si on ne réussit pas en même temps de progresser dans la sobriété, de progresser dans l'efficacité énergétique et de progresser dans la substitution énergétique. De faire croire qu'il suffit de remplir les toits de photovoltaïque, c'est une ineptie dramatique, il faut progresser sur les toits. Sans quoi, il n'y aura pas de réponse possible. Quand tous ceux qui sont dans le doute, eh bien, il faut dire qu'évidemment, il y a des changements à tous les niveaux. Voilà. Et donc, nous pensons à la DCF, mais avec Énergicité, nous avons un poids pour le dire, que c'est au niveau des territoires organisés, donc des agglomérations, ou des territoires qui s'organisent par communauté commune à l'échelle d'un SCOT, où les choses peuvent se passer, pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes porteurs, les agglomérations, ça ne sait pas assez, de compétences qui sont des compétences leviers de transformation. Nous sommes compétents en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'habitat, en matière d'aménagement durable du territoire, d'économie. Et donc, on est sur des compétences centrales, sauf sur la compétence des compétences,
qui est l'énergie. C'est une remarque que me fait souvent le vice-président de Dunkerque Agglomération. C'est comme aberrant, on n'a aucune prise sur l'énergie alors qu'elle est fondatrice de toutes les autres compétences. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, ce n'est pas le souci, mais comment plus de prise sur l'énergie, quel retour avons-nous sur la consommation de tel quartier ou dans telle ville? Quelle priorisation sur les équipements publics par rapport à ce qui se passe réellement en diagnostic sur le terrain? Nous avons aussi la conviction que l'agglomération, quand elle correspond à un territoire vécu, est une plaque pivot entre le global et le local, entre les politiques publiques et les comportements personnels. Nous pensons aussi que c'est au niveau local qu'il nous faut réinventer. Ce ne sera pas facile, ce que j'appelle un nouvel âge démocratique. Pas l'âge démocratique des élections pour gagner le pouvoir, l'âge démocratique de construire pendant le mandat des transformations nécessaires avec les politiques, avec les organisations, avec les habitants. Et donc, ce soir, nous allons parler d'énergie et autour de la question de l'énergie et du territoire en matière de ressources. Les ressources qui sont là, naturelles, les ressources qui sont parmi nous, les humains, les citoyens, les ressources de modèles économiques nouveaux, les ressources financières, et que, d'une certaine manière, ce que nous abordons à travers les propos de Gérard Magnien, c'est l'idée que la mondialisation, qui a des effets positifs, mais aussi qui a beaucoup d'effets pervers, eh bien, cette mondialisation qu'on jette comme ça, elle a une réponse possible, ça s'appelle la territorialisation. C'est un peu l'enjeu autour de la question énergétique. Je me réjouis en tout cas que sur les 30 propositions que fait Énergicité, d'abord sur la Convention des maires, nous sommes partie prenante, cher Gérard, depuis très longtemps, et que sur les 30 propositions, plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui appropriées par l'agglomération. Grâce à vous toutes et à vous tous, je vous remercie de la qualité de votre écoute et de la qualité du débat qui va suivre l'exposé. Je ne doute pas qu'il est remarquable, en tout cas qu'il appuie sur une expérience, sur des rencontres, sur une approche, une intelligence européenne. Et merci Gérard d'être parmi nous. Je te donne la parole. Merci, Jo. Bonsoir, mesdames et messieurs. Après le portrait qui m'a été étayé, là, je dois être à la mesure. Alors, j'essaierai de faire de mon mieux. Donc, je vais commencer par dire qui je suis, et puis déjà montrer que si le sujet c'est la transition énergétique, l'image c'est aussi l'image de transition énergétique. Je veux dire, c'est en tout cas important pour nous de montrer que la question énergétique, c'est vraiment une question humaine, c'est une question sociétale, c'est une question qui concerne l'ensemble des activités, et que ce n'est pas une question technique. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On associe à la transition énergétique une image de cet ordre-là qui pose la question à la fois du local, du global, des générations futures, et puis de la qualité de la vie, etc. Donc, qui je suis? Moi, je suis voisin, en fait. Je suis originaire du pays de Montbéliard. J'ai fait mon lycée là-bas. J'ai été à Belfort ensuite faire du génie thermique. Après, je suis allé à Besançon faire des sciences économiques. J'ai été prof de sciences économiques et sociales. Et après, j'ai été délégué régional de ce qui est devenu l'ADEME aujourd'hui, qui était l'Agence française de la maîtrise de l'énergie. J'avais Laurent Kammerer comme collègue. Moi, j'étais en Franche-Comté, lui en Alsace. Et puis ensuite, j'ai monté cette association à partir de 1990 qui s'appelle Énergicité. Ça s'appelle Énergicité au début, même si ça a toujours été européen depuis le début. Mais après, avec Internet et tout ça, si on met que des mots français, c'est plus possible de nous retrouver. Donc, et on se définit comme étant le réseau européen des villes en transition énergétique. Et au travers de cette image, on va aussi associer à la fois l'action, le local et la vision, le regard sur le court, le moyen, le long terme, et puis aussi l'humain, parce que c'est toujours ça qui est au cœur de notre réflexion. Donc cette association est née en 1990, donc ça va faire bientôt 25 ans. Avec la gestation, c'est à peu près ça. Donc à un moment où je dois dire que le sujet dont on parle aujourd'hui était moins d'actualité, en tout cas était plus enfoui, ou il était plutôt lié à une intuition qu'à une certitude que les choses allaient prendre de l'importance dans ce domaine. Et à ce moment-là, on a commencé avec 6 villes. C'est de 5 pays. Et puis, donc, le président, c'est la ville de Heidelberg. On a un conseil d'administration de 11 villes, de 11 pays différents en Europe.
On réunit 1 millier de villes en Europe d'une trentaine de pays et, entre autres, on coordonne au niveau européen et même au-delà, dans la partie ex-URSS, sauf la Russie, la Convention des maires qui est l'initiative par laquelle des collectivités locales s'engagent de façon volontaire sur les objectifs de l'Union européenne en matière énergie-climat et font des plans d'action, rapportent sur les plans d'action, etc. Il y a environ, sur ces 5000 qui se sont engagés, aujourd'hui, il y en a déjà plus de 3000 qui ont remis des plans d'action, etc. Donc il y a un suivi assez important. C'est un mouvement comme il s'en est à peu près, on peut dire même jamais produit en Europe. C'est un mouvement multiniveau, hein, où à la fois les objectifs européens, les États sont engagés là-dessus, et le niveau local, sur une base volontaire, dit nous on le fait aussi. Hein, et donc votre communauté d'agglomération est partie prenante. Je commence à un petit quiz pour agiter un petit peu l'esprit. Hein. Mais j'ai appris que le prédécesseur avait déjà fait un quiz, et comme j'avais prêté le mien, j'espère que c'est pas le même. Mais si c'est le même, tant pis, ce serait une occasion de réviser. Hein, voilà, l'énergie qui contribue le plus à la consommation finale d'énergie dans le monde: charbon, nucléaire, pétrole, énergie renouvelable, gaz. Qui c'est qui est pour charbon? Qui c'est qui est pour nucléaire? Enfin, quand je dis qu'il est pour, qui vote pour, hein, je ne vais pas commencer tout de suite. Qui c'est qui pense que c'est le pétrole? Ouais. Les énergies renouvelables? Non. Et le gaz? Enfin, bon, résultat, c'est le pétrole, hein, quand même, plus important. Bon. Les énergies renouvelables, c'est beaucoup plus qu'on peut le penser parfois. Hein. Le nucléaire, ça peut être un petit peu moins qu'on peut le penser parfois. Et en Europe, il y a des chiffres en Europe, pour l'Europe à côté, par rapport au monde. Hein, il y a des petites différences, et des différences parfois significatives sur le gaz. Sur le nucléaire aussi, c'est à peu près 2 fois plus que dans la moyenne du monde. Quel type d'énergie contribue le plus à la consommation d'énergie finale? En France, cette fois, alors charbon, alors on change un petit peu, charbon, électricité, pétrole, énergie renouvelable, gaz. Charbon, voilà. Électricité, pétrole, énergie renouvelable, gaz. Il y a beaucoup qui s'abstiennent. Hein, là, j'ai remarqué que là, il y a environ 85%. Hein, oui. Alors, contribue le plus à la consommation finale d'énergie. Hein, la consommation finale. Ça, écoutez, je sais, mais c'est les statistiques officielles qui existent au ministère en charge de l'énergie depuis longtemps, dont l'organisation est très contestable, je pense, mais c'est celle qui était dans le document officiel du débat. Alors j'ai essayé de m'en tenir à ce qui était, malgré les imperfections. Alors bon, c'est le pétrole, oui, parce que si en Europe c'est le pétrole, en France ça va être aussi comme ça. Hein, l'électricité, c'est 22%. Souvent, quand on parle d'énergie en France, on pense tout de suite, quasiment immédiatement électricité, et tout de suite, c'est le débat, hein, énergie, électricité, puis nucléaire, etc. Donc tout ça, ça vient un peu dans le... alors que, donc, c'est... l'électricité puis le gaz, sont dans les proportions que vous voyez là. Bon, on ne va pas épiloguer dessus. Ensuite, sur le secteur qui consomme le plus d'énergie, industrie. Qui est industrie? Oui, il y en a quelques-uns, 2, pas beaucoup, mais quand même, il y a trop d'abstention, hein, j'insiste. Transport, résidentiel tertiaire, voilà, vous avez déjà fait pas mal de conférences, l'agriculture, voilà, donc résidentiel tertiaire. Voilà, bon. En 2012, chaque habitant a contribué au déficit énergétique extérieur de la France à hauteur de, chaque habitant, hein, du berceau à la tombe, hein, exclu. Qui pense que c'est 130 € par habitant et par an? Non. Déficit extérieur de la France, chaque habitant. Hein, 312, 1100, ouais, c'est 1100. C'est 1100 et c'est à peu près pareil que le déficit extérieur de la France en général. C'est la même, c'est les ordres de grandeur, 68 milliards. Voilà, donc c'est quand même 1100 par habitant, hein. C'est quand même pas, ça veut dire que c'est 1100 € qui quittent,
c'est du déficit extérieur énergétique qui quitte le territoire national. Même, hein, donc c'est quand même pas... ça fait 68 milliards. Quelle est la part du nucléaire? Ben ça, du coup, la part du nucléaire, ça c'est ce qui est acheté à l'extérieur. Alors quelle est la part là-dedans? Alors je vais vous donner une réponse, c'est que dans les statistiques françaises énergétiques, l'uranium n'existe pas. Donc c'est considéré comme une source qui n'existe pas dans les statistiques. Donc je ne peux pas vous le dire. Bon, dans les statistiques énergétiques, l'uranium n'est pas considéré comme une énergie primaire, donc ça n'existe pas. Voilà. Bon. Les énergies renouvelables, c'est surtout le photovoltaïque. Non? L'énergie hydraulique? Oui. Le bois énergie? Le bois énergie? Ah, il n'y en a que deux. L'éolien? Ah, mais écoutez, c'est le bois énergie. Hein. Parce qu'il faut aussi penser que, et ça c'est une idée qu'on a, c'est qu'on associe énergie et électricité, donc après électricité, barrage, etc. En fait, les besoins qu'on a, c'est presque 50% des besoins de chaleur, et donc c'est beaucoup les besoins de chaleur qui prévalent, et donc on a comme ça les idées souvent un petit peu biaisées. Bon, ça c'est juste pour vous encourager à creuser un peu le sujet si ça vous intéresse, et puis à prendre la mesure de votre état sur le sujet. Voilà. Donc alors maintenant, transition énergétique, c'est devenu maintenant un mot que tout le monde utilise. Hein. C'est souvent comme ça, vous savez. Développement durable, tout le monde est utilisé, puis il y en a beaucoup comme ça, puis après, au bout d'un moment, ça se banalise. Et donc on utilise le même mot, et puis derrière le rideau, il y a quoi exactement? Il n'y a pas forcément toujours la même chose. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a des visions différentes sur le sujet, donc c'est un sujet controversé, et c'est une notion qui nécessite d'être précisée. En tout cas, moi je vais vous parler, comme je vais vous parler d'un point de vue de collectivité locale européenne, je vais vous parler de ce point de vue-là. Je ne prétends pas parler d'un point de vue universel. Je ne veux pas dire c'est comme ça, la vérité, grand V, etc. Non, je parle d'un point de vue, comme tout le monde parle d'un point de vue. Moi, j'affiche de quel point de vue je parle. Hein, voilà. Donc, parce que je trouve que c'est très important dans le débat. Quand je dis point de vue, c'est le point depuis lequel on voit. Hein. C'est ça le point de vue. Des fois, on utilise des mots, mais le sens disparaît derrière. Mais c'est ça que. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, pour une partie dans le monde et aussi en Europe, c'est aller vers des énergies fossiles non conventionnelles. Hein, les gaz de schiste, pétrole de schiste, c'est ça. Et la transition énergétique, on a dit, regardez aux États-Unis, transition énergétique, hop, voilà. Certains, c'est ça. Il y a ceux qui pensent que c'est plus de gaz, que c'est le gaz qui est le. Parce que moins émettrice de gaz à effet de serre, etc., facile à véhiculer. Il y en a qui disent que, qui disent pas que la transition énergétique c'est le charbon, mais globalement qui de fait, ben voilà, je l'ai en Chine, c'est le charbon, hein, je veux dire, qui est la valeur croissante. Et puis en Europe, avec la baisse des prix du charbon au niveau mondial du fait des gaz de schiste aux États-Unis, eh bien le charbon aussi revient ici ou là, au moins de façon transitoire, pas comme un but, mais en tout cas, bon, il y en a qui pensent que l'avenir va vers plus de nucléaire, hein, en disant, ben voilà, le nucléaire, c'est une énergie décarbonée, donc par rapport à tout ce qui est gaz à effet de serre, etc., il y a un avenir dans le monde pour le nucléaire, et donc il faut aller vers plus de nucléaire pour résoudre. Donc ça existe aussi, bien sûr. Il y a des objectifs vers 100% renouvelables, disant, ben voilà, la vraie transition énergétique, c'est passer d'un système vraiment à un autre, et ces objectifs 100% renouvelables, bon, ben, le Danemark, par exemple, a fixé comme objectif 2050, 100% énergie renouvelable. Et non seulement un objectif 2050, mais avec chaque année, le graphique qui dit où on doit être chaque année, il y a aussi le chemin, il n'y a pas que... Et puis voilà, bon, vers après, bon, alors moi, je vais essayer de un petit peu faire réfléchir autour de ce qu'on peut observer qui est en train de changer. Hein, et une transition, c'est le passage d'un système à un autre. Ça ne veut pas dire que l'ancien système disparaît d'un seul coup, puis que le nouveau système apparaît d'un seul coup. Ça ne veut pas dire que ce qui était avant, c'était pas bien, et ce qui est après, c'est bien. Forcément, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on a fait des fautes avant, parce qu'on a pris des décisions dans des conditions données, et que s'il y a des choses qui bougent, c'est parce que aussi des contextes différents changent. Donc, ce n'est pas forcément un jugement de valeur sur le fait que, voilà, donc on doit assumer chacun l'histoire qu'on a eue, et si on a eu une histoire comme ceci ou comme ça, ce n'est pas par hasard, mais bon, ça prend du temps, une transition. Hein, transition, c'est passer d'un point à un autre. Bon,
Gramsci disait que le vieux tarde à disparaître, le neuf tarde à apparaître. Et il poursuivait, et entre les deux, des monstres peuvent apparaître. Mais il faut savoir qu'en Angleterre, il a fallu 40 ans pour unifier l'heure GMT. Hein, et ça a été fait avec le chemin de fer, parce que chacun avait son heure. Hein, et après, avec le chemin de fer, ça devient compliqué d'avoir chacun une heure dans son coin. Ça a mis 40 ans. Hein, donc voilà, les transitions, ça peut prendre du temps. Hein, voilà. Bon, le temps s'accélère par rapport au début du 19e siècle, mais voilà. On était sur une logique où on parlait surtout, dans l'énergie, on parlait surtout de l'offre. D'ailleurs, je vous ai mis au début, je vous ai parlé, quoi, je vous ai mis, et quand on fait un micro-trottoir, énergie, les mots qui viennent, ça va être charbon, électricité, gaz, ça va être ça. Et or, on va maintenant beaucoup plus sur demande, pourquoi on en a besoin. On va davantage parler de ça. On va davantage considérer que la façon dont on consomme dans les bâtiments, dont on consomme pour se déplacer, c'est un élément de politique énergétique. Pas simplement logique de l'offre. On a été beaucoup dans les politiques productivistes, hein, où c'était c'est-à-dire on était dans les systèmes soviétiques ont poussé ça un peu à l'extrême, mais encore en France, en 1981, je me souviens du débat entre Giscard d'Estaing et Mitterrand, et c'était la bataille sur qui allait faire le plus de tonnes d'acier. Hein, on était dans un truc comme ça, c'était en 81, bon, ça fait maintenant déjà un petit bout de temps, mais quand même, on était sur des logiques comme ça. Bon. Mais sur l'énergie, c'était surtout l'offre, et on va maintenant s'intéresser à la demande. Donc, on parlait plutôt de mégawatts qu'on allait produire en plus, et on va plutôt parler maintenant de négawatts, de watts qu'on ne va pas consommer. On va considérer que investir, c'est pas seulement investir pour en produire plus, mais c'est aussi investir pour en consommer moins, avec un retour d'investissement, comme on peut faire le calcul pour une production nouvelle. On était dans un système où c'était l'État qui était, je dirais, pour tout un tas de raisons, de sécurité nationale, de sécurité, oui, du fait que c'est du secteur stratégique, et l'énergie, c'est partout un secteur stratégique. Si on prend par exemple le drapeau de la Roumanie au temps de Ceausescu, il y avait 5 pictogrammes, c'était 5 pictogrammes énergétiques. L'énergie, c'est le nerf de la guerre. Et en général, les salariés de l'énergie sont plutôt mieux traités que les autres parce qu'il faut qu'ils soient sages pour que l'économie tourne. C'est comme ça. Et ça, c'est vrai un peu dans tous les pays. Alors que maintenant, on va aller plus vers des systèmes de marché, d'autorité locale, multi-acteurs. Alors je vais dire système de marché, donc on va dire libéralisation, tout ça, mais le système de marché, c'est quand j'installe du photovoltaïque sur mon toit, je suis un acteur du marché. Hein. Quand je décide que je vais acheter ici ou là mon électricité, je suis un acteur du marché. Quand je décide que je vais acheter de l'isolant pour isoler ma maison, je suis un acteur du marché. Et il n'y a pas simplement que l'acteur étatique qui décide de la politique énergétique, mais ça change d'acteur. Et puis, les autorités locales, les autorités régionales prennent de plus en plus d'importance, j'y reviendrai. On passe d'un système qui était très technocratique, un petit peu aussi secret, parce que c'est lié à des questions de sécurité, c'est des choses qui ne sont pas anormales, mais où, disons que les informations sont bien gardées, un système où il y a une revendication démocratique plus grande. Hein, c'est vrai qu'en France, qui a fait disons, le plus grand programme électronucléaire du monde, il a été décidé sans même que le Parlement soit informé. Bon, je pense que maintenant, ça ne se ferait plus tout à fait comme ça, mais on voit, par exemple, ce qui se passe au Japon, la difficulté à mettre l'information, chaque jour il y a des nouvelles informations qui contredisent celles d'hier, où hier on avait dit qu'on avait cette fois dit toute la vérité, etc. Donc en fait on est dans des systèmes, et plus le système nécessite une sécurité publique importante, et puis plus ça va être entouré du secret, plus c'est un petit nombre de spécialistes qui vont s'en occuper, qui viennent d'ailleurs en général tous de la même école, et qui sont le fils d'eux, le tonton d'eux, etc. Donc ça c'est particulièrement en France. On était dans des systèmes d'organisation dans la société en général, mais dans l'énergie aussi, des systèmes verticaux type château d'eau. Les systèmes étaient organisés comme ça. Ben, c'était tout depuis Paris pour tout. C'est encore quand même pas mal ça, mais il y a une transition vers un peu autre chose. Les réseaux ferrés étaient tous organisés depuis Paris. C'est encore pas mal comme ça. Mais il y en a quand même maintenant qui coupent de travers, ou qui tangentent Paris sans s'y arrêter. Enfin, bon, les organisations en général, les entreprises en général, qui fonctionnaient sur des systèmes complètement verticaux, ont changé aussi parce que la vie, ça ne marche plus comme ça.
Et donc, on reviendra sur ce sujet-là. Et au niveau énergétique, eh bien, on avait ce système où on produit à peu d'endroits, alors c'est plutôt sur l'électricité, mais l'électricité, même si c'est que 22% de la consommation, ça surdétermine ce qu'est le système énergétique d'un pays. Si un pays a un système électrique centralisé, c'est en général qu'il est lui-même un pays centralisé. Si un pays a un système qui est décentralisé au point de vue énergétique, il est lui-même un pays décentralisé. Alors les deux extrêmes en Europe, c'est la France d'un côté et c'est le Danemark de l'autre. Mais globalement, on va aller vers des systèmes, et si on fait la comparaison avec Internet, avec l'informatique, pardon, il y a 30 ans, quand sont arrivés les premiers ordinateurs, il y avait un ordinateur intelligent, puis des terminaux bêtes, hein, et puis ensuite, c'est devenu une interconnexion de producteurs et de consommateurs d'informations qui échangent sur des bases horizontales de façon complètement brouillée, dispersée, mais le système fonctionne parce que chacun produit et consomme. Donc on va globalement aller, il n'y a pas de raison que le système énergétique n'aille pas dans cette direction maintenant que des nouvelles technologies existent. Et donc les systèmes qui n'étaient que centralisés et qui avaient peut-être de très bonnes raisons de l'être, auront moins de raisons de l'être parce qu'il y a des forces qui transforment la société pour ça. Puis il y a des technologies nouvelles qui fait que si avant on avait surtout des grosses technologies pour lesquelles on considérait que les grosses technologies produisaient des économies d'échelle, maintenant on a des systèmes qui sont de plus petites technologies, des technologies soft, qui sont des technologies aussi de gestion d'énergie, donc des technologies qui font appel aux technologies de l'information et de la communication, et des technologies dans les énergies renouvelables qui sont aujourd'hui disponibles, à des prix qui sont sur des courbes décroissantes relativement accélérées. C'est ce qui a fait la crise du photovoltaïque, c'est qu'il a été divisé par 4 en 2 ans, le prix d'un capteur a été divisé par 4 en 2 ans, on n'a jamais vu ça dans un produit industriel, alors que les gros systèmes voient leur prix se surenchérir parce qu'il y a la question du danger, il y a la question de la sécurité, et donc pour assurer la sécurité, il faut faire que ça marche et qu'il n'y ait pas de problème. Et pour ça, donc pour l'instant, on n'avait pas accès à des petites technologies dispersées, mais maintenant on a à nouveau accès à ça. Et puis, on passe d'une économie de cueillette à une économie de marché. Et je mets soutenable à côté marché. Alors je sais qu'il y en a qui doivent dire économie de marché, soutenable, tout ça, mais l'économie de cueillette, c'est quoi? C'est une économie de prédateur. C'est-à-dire on prend et on ne renouvelle pas. L'économie de cueillette, c'est couper une forêt sans régénérer. L'économie de cueillette, c'est prendre des énergies fossiles et pas payer pour leur remplacement. Mais un système d'économie de marché qui, de ce point de vue, est plus durable, c'est qu'on paye. On paye pour régénérer la forêt, parce que si on ne paye pas pour régénérer la forêt, il n'y en a plus au cycle suivant. Et donc, dans le secteur des énergies renouvelables, on paye pour tout. Donc, du coup, quand on paye pour tout, c'est plus cher que quand on ne paye pas pour tout. Ça peut être. Et puis peut-être qu'après, ça ne devient pas plus cher, même en faisant comme ça. Mais disons que, quelque part, on est dans une économie de cueillette, parce qu'on entend souvent dire les subventions aux énergies renouvelables, tout ça. Mais les énergies renouvelables fonctionnent sur un système où on paye pour tout. Alors, il y a une subvention pour toutes nouvelles énergies. Il y a eu des moments pour faire passer, pour accélérer le système. Mais l'économie de cueillette, c'est comme ça qui est encore prédominant dans le monde aujourd'hui. On avait une approche où, d'un côté, on avait une offre d'énergie, et d'autre côté, il y avait une demande, mais c'était complètement séparé. Aujourd'hui, on va vers quelque chose qui est plus intégré. Alors, si je prends un symbole, c'est qu'on va prendre une maison qui, à la fois, consomme et produit de façon intégrée, au même endroit. Ou un quartier, ou un village, etc. Et le fait de penser la consommation et la production en même temps, ça permet de relier les deux. De quoi j'ai besoin? Comment je peux faire pour avoir moins de besoins en ayant le meilleur confort? Et comment ensuite je peux produire pour ensuite satisfaire ce besoin? La logique est très différente qu'une logique où on dit, voilà, on construit un bâtiment, après on branche, ça marche, on est content avec ça, mais il n'y a pas de relation entre les deux. Et là, maintenant, on va de plus en plus faire l'intégration parce qu'il y a aussi une décentralisation de technologies qui existe. On a eu un grand divorce entre les énergies et les territoires. C'est-à-dire qu'on était dans le plug and play, quoi, en fait. On branche et ça marche. Et donc, les territoires ont complètement désappris à compter l'énergie qui passait sur le territoire. Parce que de toute façon, pourquoi se faire de soucis quand on construit quelque part, on fait ce qu'on veut, on développe, on fait l'étalement urbain, on y va
tant que les prix ne sont pas très élevés, il n'y a pas de problème, on y va. Et puis qu'on fasse n'importe quoi, et d'ailleurs on l'a fait dans toutes les villes du monde, on prend des photos de villes du monde, si on n'a pas le nom en dessous, on ne sait pas quelle est la ville, puisqu'elles sont toutes pareilles. C'est comme les entrées de ville avec les zones commerciales. Donc, et en fait, les territoires ont complètement désappris, ce qui n'était pas le cas autrefois, parce que quand il n'y avait pas de système énergétique qui était interconnecté ou autre, bon, on était prisonnier des ressources locales, donc c'était quand même pas le pied non plus. Hein. Mais on savait, globalement, on savait un peu gérer son truc pour que ça continue de marcher. Mais la période, disons, post-Deuxième Guerre mondiale nous a amené à faire que finalement, il y a eu une déresponsabilisation, qui est une société de consumarisation, comme ça s'est passé dans tout un tas d'autres domaines. Maintenant, il y a une réconciliation nouvelle. Les territoires réapprennent à compter l'énergie qui passe, les flux qui passent, et voir comment ils peuvent agir dessus, comment on peut agir pour réduire la demande, comment on peut agir pour faire de l'offre locale, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est une dominante forte en Europe depuis quelques années. Donc, on avait construit de l'hors-sol, c'est-à-dire qu'on a une période où on a assimilé le progrès à la capacité des êtres humains à dominer la nature à tel point qu'on pouvait se passer de tout lien avec son environnement. Le vrai progrès, c'était comment l'humanité montre qu'elle est assez forte pour se passer de ça. C'est globalement, s'il y en a qui sont allés en Chine, c'est ce qui se passe en Chine. Hein. C'est-à-dire qu'on rase tout, on construit dessus, on refait une rivière artificielle, on refait, voilà, et ça s'appelle une ville. Hein. Donc, mais on a fait globalement ça, c'est-à-dire qu'on a fabriqué de l'hors-sol et on branche n'importe où et ça marche. Mais ça, le problème, c'est que ça ne marche plus. Et aujourd'hui revient l'idée de la relation au milieu, comment on peut utiliser davantage les ressources de son environnement, du dessus, du dessous, de juste à côté, etc. La question des emplois, c'était quand on a des images de quels sont les emplois de l'énergie. On avait autrefois, c'était le mineur, hein, après, bon, l'électricien, et donc c'est à ça on associait une image des emplois de l'énergie, encore aujourd'hui, hein, à des métiers qui sont des métiers de l'offre. Mais aujourd'hui, les métiers de l'énergie, c'est des gens qui vont gérer les bâtiments, c'est des plaquistes, c'est des couvreurs qui vont installer autre. Donc, quelque part, les métiers changent. Mais on a encore une image qui est très, très forcément marquée, parce que c'est vrai que s'il y a 100 000 casques bleus, ça se voit plus que s'il y a des couvreurs dans leurs camionnettes dispersés sur le territoire. C'est sûr, et ça fait des plus belles photos et tout ça. Mais donc en fait, on est marqué, et on a eu une approche souvent en termes que macroéconomiques, c'est encore le cas aujourd'hui, en termes de secteurs. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé secteur industrie, habitat tertiaire, etc. Mais de plus en plus, on va parler en termes d'acteurs. Parce qu'un secteur, c'est quoi? Personne n'a un sentiment d'appartenance au secteur habitat tertiaire. Dans la salle, moi, je me sens appartenir au secteur. Non, mais chacun, comme acteur, il est ou locataire, ou propriétaire bailleur, ou etc., tout ce qu'on veut. Donc là, en tant qu'acteur, il y a une autre vision. Et quand on parle que de secteur, c'est que des visions macroéconomiques et où personne ne se sent impliqué dedans. Mais là, alors, je parlais des emplois, mais c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que les spécialistes dans le domaine n'étaient que des spécialistes répertoriés énergie, principalement du côté de l'offre, mais maintenant, c'est des spécialistes qui sont pas forcément, qui sont aussi non énergie. Je pense à des sylviculteurs, c'est des agriculteurs, hein, c'est des couvreurs, c'est des plaquistes, c'est pas des gens qu'on répertorie comme étant, et eux-mêmes ne se considèrent pas comme des acteurs de l'énergie en tant que tels, mais dans un système vers lequel on a davantage d'utilisation de ressources locales dispersées, etc., c'est des métiers qui sont et puis il y a la question évoquée tout à l'heure de l'État d'être consommateur tout seul à l'État d'être aussi citoyen, c'est-à-dire de vouloir dire son mot et puis même de vouloir décider de quelle énergie on va acheter parce que en tant que citoyen, on a envie de voter aussi avec sa carte bancaire. Hein. Voilà, donc globalement, bon, on pourrait continuer comme ça, mais c'est cette idée, ça c'est un mouvement qui existe, j'ai tendance à dire qu'on le veuille ou non, c'est un mouvement vers lequel on va, vers lequel on peut dire la plupart des pays développés vont, et la question c'est la question du rythme. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite, il y en a qui vont de façon volontaire en disant « ouais, c'est ça l'avenir », et puis il y a ceux qui traînent les pieds en disant « on verra bien, si on peut encore tenir comme ça un moment, c'est bien ». Donc voilà, c'est un peu ça, mais ça c'est le cas de toutes les sociétés. Et par rapport à ça, ça a été évoqué tout de suite, on a travaillé à partir d'expériences de nos membres,
et puis pas que de nos membres, mais à partir d'exemples existants sur 30 propositions pour la transition énergétique des territoires. J'ai quelques exemplaires ici. Ça existe aussi sur Internet, avec les exemples. Dans la plaquette ici, je n'ai pas les exemples parce que ça fait trop. Ça existe même en chinois maintenant, si on a que ça intéresse. Et on est parti d'exemples, et on a essayé de faire parler ces exemples en disant, voilà, à tel endroit on fait ça, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Et on a essayé, à partir de ces exemples, finalement, de leur donner un contenu conceptuel, de leur donner un contenu intellectuel, et en disant, ben voilà, quand il y a des gens qui essaient de mettre dans le coup la population sur leur territoire, bon, ils font ça parce que voilà, ils pensent que c'est bien, mais globalement, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Et ça, c'est quelque chose qui va renforcer la capacité d'action locale. Donc, on va essayer de faire parler ça, et c'est un exercice qui n'était pas tout à fait facile, mais c'est un exercice qui a l'intérêt, d'une part, d'asseoir des propositions, non pas sur des choses du type ce serait bien de le faire, mais personne ne l'a jamais fait, mais si on y arriverait un jour, si on y arrivait un jour, ça serait très bien. C'est pas du tout ça. C'est voilà, il y a des choses qui existent, et en fait, la transition, c'est aussi essayer d'accélérer. Enfin, accélérer la transition, ça veut dire faire connaître, montrer que ça existe, que les gens sont heureux avec ça, qu'ils l'ont pas fait avec un fusil dans le dos, qu'ils l'ont fait la plupart du temps par plaisir, par dynamisme et par envie d'avoir une activité économique autour de ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important, parce qu'on a souvent un discours culpabilisateur où on dit on doit faire ça pour ceci, pour cela. Non, c'est les gens qui le font pour eux, et puis c'est bien aussi pour le reste. Et là, il y a 5 parties que je vais reprendre un petit peu les unes. Le premier, c'est renforcer les capacités d'action locale. Bon, il symbolise comme ça. Plus il y a de cerveaux qui fonctionnent, et puis plus il y a de capacité d'inventivité. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... Parce que je sais qu'on a, notamment en France, on a des cerveaux de très bonne qualité placés à des endroits stratégiques, mais quelle que soit leur qualité, ils ne valent pas la mobilisation de tous les cerveaux qui existent sur les territoires et qui ont des capacités de penser, d'innover, de tâtonner, etc. Et cette question-là, c'est une question qui est fondamentale, parce que autant dans un système, je veux dire ancien, futur, hein, encore une fois, j'insiste bien, pas les jugements de valeur. Hein, je dis, quand on a fait les HLM en France, tout le monde était très content avec ça. Hein. Il y a un certain nombre dans la salle, font sans doute partie des gens qui, quand ils sont entrés en HLM, c'était top, parce que c'est la première fois qu'ils avaient un logement avec le confort, tout le monde était content avec ça. Et puis après, 40 ans après, on se dit, oh là là, on a fait des zones comme ça, machin. Oui, mais enfin, au moment où on l'a fait, enfin, je dis, quand on a fait des zones, je ne vais pas dire HLM, je fais un lapsus, quand on a créé les UP, etc. Et puis après, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Mais à l'époque, on était content de le faire. Donc, du coup, il ne faut quand même pas refaire l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. À un moment, on a fait ça parce qu'on a pensé que c'était bien, qu'on était content avec ça. Hein, donc, voilà. Et puis après, il y a d'autres problèmes qui émergent, parce que la vie, c'est comme ça. Donc là, renforcer les capacités d'action locale, alors on en a un certain nombre. Alors, par exemple, les pays qui sont le plus avancés dans la direction de la transition, eh bien, c'est les pays où les collectivités locales ont la responsabilité de l'approvisionnement énergétique de leur territoire. Comme ils ont la responsabilité de l'approvisionnement en eau, de la gestion des déchets, de l'urbanisme, des transports, il y a aussi l'approvisionnement en énergie. Ça ne veut pas dire qu'elles se débrouillent. Elles doivent se débrouiller avec toute l'énergie qu'elles vont faire sur leur territoire. Hein, je veux dire. Quand on fait un tramway, on n'a pas forcément produit les rails et les rames dans la ville, on le fait. Hein. Donc, mais on est responsable de ça, et puis on se débrouille avec ça. Donc, après, mais quand on est responsable de ça, on a un raisonnement qui est complètement différent, parce qu'on va se dire, déjà, quels sont les besoins? Est-ce qu'on peut réduire les besoins? Qu'est-ce qu'on a comme ressources ici? Est-ce qu'on a ici un data center qui peut chauffer le truc d'à côté? On raisonne complètement différent, parce qu'on va raisonner en système. Et on ne va pas raisonner en mono-énergie comme ça, avec simplement, on se branche et ça marche. Alors ça, c'est tous les pays scandinaves et les pays fédéraux, globalement, c'est ça. Hein. Donc, du coup, il y a une expertise locale qui est beaucoup plus répandue, parce que forcément, quand on a une responsabilité, eh bien, on doit prendre en charge ça. Hein, si on n'a pas la responsabilité, on n'a pas de raison d'avoir les capacités locales, mais si on les a, on est obligé de les avoir. Hein, quand on a fait des transferts de compétences en France, quand on a dit on va donner les régions aux lycées, les lycées aux régions, enfin plutôt, oui,
Bon, il dit, les régions, elles n'ont jamais fait ça. Comment elles vont faire ça? Après, on se débrouille et puis on crée les capacités et on arrive à faire ça. Donc, on peut faire ça dans tout. Donc, du coup, ces pays, ils sont beaucoup plus avancés là-dessus. C'est la question de comment on peut réunir des acteurs, une forme de communauté d'acteurs qui sur un territoire, finalement, ont des intérêts communs, déjà l'intérêt de vivre ensemble, d'avoir un développement local qui va fonctionner, de réunir des gens qui sont à la fois des entreprises, des gens qui sont des citoyens, pas forcément des citoyens engagés, je veux dire, parce que si au départ, bien sûr, tout mouvement part de gens qui en veulent plus que les autres, c'est normal, mais globalement, par exemple, j'ai participé beaucoup au débat sur la transition énergétique en Franche-Comté, et puis on a tout fait depuis le début sur la notion de pionniers ordinaires de la transition énergétique, les POT, pionniers ordinaires de transition énergétique. Et c'est eux, dans toutes les réunions, qui parlaient en premier et les institutions après, pour dire qu'est-ce qu'elles pouvaient leur apporter, mais pas le contraire. Et en fait, ça a tout changé. Et au fil du temps, parce qu'il y a eu 56 débats, dont 5 au niveau régional, au fil du temps, il venait de plus en plus de monde, de gens normaux, j'ai tendance à dire. De gens, un fromager, un paysan, et ils venaient tout le temps. Donc, j'ai en tête un fromager, il est venu 5 fois, alors qu'il ne va jamais dans les trucs. Simplement, voilà, on l'a reconnu comme étant, ayant fait un truc bien, il est fier de ça, et puis du coup, ça lui donne envie de faire. Donc, ça, c'est des questions très, très, très importantes, encore une fois, où les gens prennent plaisir à ça, et puis trouvent leur intérêt économique, parce qu'on ne peut pas faire des choses qui vont aller en dehors de l'intérêt économique très longtemps. On peut en faire des opérations pilotes, il y a besoin de faire des choses comme ça, mais au bout d'un moment, il faut trouver des systèmes économiques qui font que ça marche. Bon, je pourrais en rajouter, mais c'est aussi se donner une idée d'une vision de long terme, savoir où on va, parce que quand on sait où on va, c'est plus entraînant que quand on ne sait pas où on va et on dérange les gens tous les jours parce qu'on va faire un truc nouveau. Si on dit on va faire une politique cyclable avec 500 km de voies cyclables, ben quand on fait quelque chose devant le trottoir, on sait que c'est pour les 500 km de voies cyclables. Mais quand on n'a pas de politique, puis on en fait 100 mètres là, puis après qu'on s'arrête et puis que les gens disent ils ont encore mis un truc à la place de ma bagnole et tout ça. Donc c'est des choses. Quelque part, quand on a des visions ou quand on n'en a pas, c'est des choses qui sont différentes. La question de la précarité énergétique au local, parce que la précarité énergétique, tout le monde en parle, mais en fait, on fait à peu près rien contre. C'est ça le sujet. Donc, s'il n'y a pas des plans de résorption de précarité énergétique par priorité et qui attaquent vraiment le problème, ben, il n'y a à peu près rien qui va se faire et ça va toujours devenir un espèce d'argument qu'on agite comme ça selon les intérêts qu'on veut défendre en disant bon. Je vais passer à connaître les ressources et les flux de son territoire. C'est-à-dire commencer à penser davantage à partir de son territoire. Pardon? Non, franchement non, parce que je ne serais pas fier. Je ne serais pas fier. Prenez-la comme quelque chose de générique, mais c'est l'idée de considérer que des choses, et des choses au sens large, qu'on a autour de soi, on a perdu l'habitude de les regarder. Ça fait longtemps qu'il y a un lac à Genève. Tout le monde sait ça. Mais ça fait que 5 ou 6 ans que ça a perçu que c'est une ressource énergétique. Pour refroidir, dans le canton de Genève, c'est interdit de faire de la clim. Donc on doit rafraîchir naturellement. Et bien maintenant, par exemple, toutes les institutions internationales à Genève sont rafraîchies par le lac, qui est aussi utilisé en partie pour du chauffage. Donc en fait, le lac, ça fait longtemps qu'il est là, mais tant qu'on pense qu'on a juste à brancher et puis ça marche, on voit pourquoi on se casserait la tête avec le lac. Mais le lac, alors partout, il y a je prends cet exemple, mais ce qui fait que partout, quand il y a de la chaleur à 14 degrés à 5 ou 10 mètres, et puis qu'on doit arriver qu'à 19 dans la pièce, c'est quand même bête de ne pas trouver le moyen, même si après l'eau, disons qu'elle circule à 26 degrés dans un plancher chauffant, passer de 14 à 26, ça c'est quand même pas un truc très très compliqué à faire, plutôt que de passer par un truc qui va faire de la vapeur, faire tourner des turbines, qui va faire emmener des câbles, puis après on met un radiateur électrique, alors qu'on n'a que quelques degrés à monter, des choses. Donc c'est simplement, encore une fois, on a vécu comme un système de riches, où on ne se posait pas de questions, puis en plus c'est pas cher, donc y a pas. Mais ça veut dire apprendre à reconnaître le métabolisme de son territoire, comment ça marche. Quels sont les flux qui traversent le territoire en termes d'énergie, en termes de matière, en termes d'eau, comment ça rétroagit, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment
on peut davantage identifier les potentiels énergétiques locaux pour vivre avec ces ressources, encore une fois, pour essayer de penser s'il y a un boulanger qui a un four et qu'il extrait de la chaleur et puis qu'à côté il y a une école qui fait de la chaleur, peut-être qu'on peut se dire, tiens, il y a quelque chose à faire. Je prends tout un tas d'exemples. Je prends l'exemple de mon fromager, là, tout à l'heure, il a passé la fromagerie au bois. Mais il faut changer le process parce qu'il faut passer de la vapeur à l'eau chaude. Et alors, il n'aime pas changer, les fromagers comme personne n'aime changer parce qu'avec la vapeur ça va bien. Et donc du coup il dit pourquoi on va passer à l'eau chaude parce que ça va être peut-être plus compliqué, machin. Bon, finalement ça va quand même, mais il faut changer ça. Et puis après il y a l'école qui est juste à côté. Après il dit mais l'école, il y a juste un tuyau à faire. Alors ben oui, c'est tout simple. Tout simplement il faut que j'aille penser. Puis après la galère commence parce qu'une fromagerie puisse vendre de la chaleur à l'école et tout ça. Donc ça prend beaucoup plus de temps que faire le tuyau, hein, ça c'est clair. Mais c'est quelque part avoir l'idée, puis après les gens du village, ils racontent ça, le fromager, ils disent maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre le réseau de chaleur dans le village? Parce que de toute façon, on n'a besoin de chaleur que 4 heures par jour à la fromagerie. Donc on pourrait faire un petit réseau de chaleur dans le village, puis il continue en disant, il dit avant les gens ils venaient tous à la fromagerie tous les jours parce qu'ils venaient chercher le lait, maintenant ils vont à Carrefour. Puis les paysans, ils venaient amener le lait, maintenant il y a une ramasse, il n'y a plus personne qui vient. Et du coup, il dit la fromagerie, ça pourrait redevenir un peu le centre d'animation du village. Voilà, des choses comme ça. Donc ça veut dire comment réaliser un plan chaleur afin de recenser les besoins et potentiels disponibles. Par exemple, au Danemark, c'est une obligation depuis longtemps d'avoir un plan chaleur. Hein, c'est parce que c'est la chaleur qu'on consomme, dont on a le plus besoin. Même si le Danemark est le pays qui a la meilleure performance énergétique de ses bâtiments en Europe, etc., et puis vise des zéros. Enfin, j'ai aussi visité en Suède des bâtiments qui n'ont pas de radiateur en Suède, hein, d'accord. Juste un petit truc dans la salle de bain, je rassure les personnes qui commencent à frissonner dans la salle. Mais globalement, il n'y a pas besoin de chaleur. Donc, mais simplement, il y a obligation de faire un plan chaleur. Quand on pense qu'on va faire un plan chaleur, eh bien, on va s'organiser avec ça. Résultat, 63% du Danemark est fourni par des réseaux de chaleur des habitants. En Lituanie, c'est 67%. Ça, c'est avec système soviétique. Mais Danemark, ce n'est pas avec système soviétique. Et au Danemark, quelle est la plus grande entreprise du Danemark? La plus grande entreprise qui est la plus connue, je pense que vous la connaissez, vous ne voulez peut-être pas dire non spontanément, mais c'est Danfoss. Danfoss est beaucoup connu pour les robinets thermostatiques, mais ils font beaucoup d'autres choses, des sous-stations de réseaux de chaleur, etc. C'est la première entreprise du Danemark, et le Danemark, qui a un système complètement basé sur les réseaux de chaleur, fait que sa première entreprise exportatrice, c'est une entreprise qui est basée sur l'énergie locale. Donc on sait faire des grands champions industriels à partir de choses comme ça, grâce au fait qu'il y a une politique de cet ordre-là. Et comme c'est basé sur les réseaux de chaleur, il suffit ensuite de switcher l'énergie primaire qu'on a mis. Ce qu'a fait le Danemark, quand il y a eu le premier choc, quand il y a eu les chocs pétroliers, le Danemark n'avait pas de ressources énergétiques. Qu'est-ce qu'il a fait à l'époque? Il a dit, allez, à fond, réseau de chaleur. On fait chaleur et d'électricité, cogénération, obligatoire. Dans un réseau de chaleur, on fait chaleur et électricité. 63% de l'électricité vient de cette production dispersée et 25% vient de l'éolien. Et à l'époque, ils ont fait quoi à l'époque? Ils ont dit, on met le charbon. À l'époque, il n'y a personne qui parlait du effet de serre, etc. Donc ils ont fait leur système là-dessus. Mais maintenant que le réseau existe, il suffit de changer, de changer l'entrée. Donc il y a une grande, bien sûr, une grande conversion vers la biomasse, une grande conversion vers le biogaz. Et il y a même maintenant, comme à certains moments de l'année, il y a un surplus de production d'électricité éolienne parce qu'ils ont plus de production qu'ils n'ont besoin et que pour le débiter sur le réseau, il y a des prix négatifs, donc ça leur coûte de l'argent, eh bien, maintenant, ils utilisent ça dans les pompes à chaleur dans les réseaux pour alimenter les réseaux à partir de surplus d'énergie éolienne. J'aurais jamais pensé qu'avec l'électricité d'origine éolienne, un jour, on ferait l'alimentation de réseaux de chaleur, mais voilà, c'est des choses comme ça qui se passent. Et ça, alors après, il y a toute une série comme ça, donc je veux pas, parce que sinon, si je vais surtout, on va me dire après, tu as trop parlé, donc je vais arrêter. Ça, c'est repenser la question financière. Ça, c'est quoi ça? C'est globalement ce qu'on dépense pour l'énergie sur un territoire. Alors, il y a environ, sans les carburants, 1000 € par an et par habitant qui sont dépensés pour l'énergie. Que ce soit dans le résidentiel, dans le tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas carburant et grandes entreprises, divisé par le nombre d'habitants, ça donne environ 1000 €. Ce qui fait qu'un espace d'1 million d'habitants, c'est 1 milliard d'euros qui, chaque année, est dépensé pour l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait la traçabilité de ce milliard? Maintenant, on connaît les émissions de CO2, on a appris plein de trucs, mais on n'a encore pas fait la traçabilité des euros. Soit
dans une logique complètement, d'un côté, ça échappe au territoire, soit on essaie de voir ce qu'on peut faire avec ça, autour de l'idée de comment on peut davantage garder l'argent à la maison. C'est-à-dire que si j'achète de la ressource locale, ça reste local. Si j'investis pour réduire mes consommations, c'est du boulot local pour les artisans, les entreprises, etc. Donc l'argent reste localement. Je vais la semaine prochaine au Burgenland en Autriche, c'est juste à côté de la Hongrie. Il y a une grande fête qui est organisée par le président de la région pour fêter la première région qui est autonome en énergie, sauf pour les transports. Hein, c'est une région qui était une zone, c'était le rideau de fer, donc c'était une zone militaire, il ne s'est rien passé pendant longtemps, et puis c'est une région pauvre, quoi, en fait. Et donc, en fait, voilà, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a, comment on travaille autour de ça, et eux, ils ont pris en compte la question énergétique comme étant la question d'un facteur de développement économique. Et aujourd'hui, ils sont tout fiers de ça. Ils font une grande fête avec la population. Et puis, ils invitent un certain nombre de gens. Et j'y participe. Et quand on demande à un maire de cette région, le maire de Güssing, c'est une ville de 4000 habitants qui s'est rendue célèbre parce que elle a à fond développé des actions dans ce domaine, elle a créé une académie de formation, etc. Eh bien, quand on lui demande pourquoi tu fais ça, il dit pour garder l'argent à la maison. C'est un système. Et quand j'étais hier à Bruxelles avec un de mes vice-présidents qui est maire de Växjö en Suède, Växjö c'est une ville qui fait 90 000 habitants, il y a 84% de la chaleur. Ils ont voté en 95 d'être sans énergie fossile avant 2012. Mais où ils en sont aujourd'hui, c'est 84% de la chaleur du territoire, c'est des énergies renouvelables, 57% de l'électricité, c'est des énergies renouvelables. Donc, et ça, c'est déjà une taille. Et quand on lui demande à lui pourquoi tu fais ça, il dit c'est pour l'économie locale. Lui, c'est un libéral suédois, donc il fonctionne sur les trucs, il y a des trucs qui marchent. Mais c'est un libéral suédois, hein, je vous dis. C'est un peu spécial. C'est un ancien Beatles. Voilà. Mais globalement, voilà, il associe la question, cette question, à ça. Alors, donc, garder l'argent à la maison des dépenses énergétiques, hein, c'est cette idée-là. C'est la collecte d'épargne locale pour des projets locaux, parce que la crise du système financier, la crise de confiance qu'il y a, c'est aussi le manque de traçabilité entre où je mets l'argent, puis après où ça va. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'on fait avec mon argent? J'en sais rien. J'apprends dans les journaux que finalement, c'était pas vraiment ça que je pensais. Et il y a aujourd'hui tout un mouvement qui se fait. Alors, dans les pays qui ont gardé des banques locales, il n'y en a pas beaucoup. Puis nous, en France, des banques locales, on n'en a plus tellement. Hein. Mais il y a par exemple il y a aussi un grand mouvement coopératif. Hein, je disais la semaine dernière, il y a 800 coopératives en Allemagne, coopératives d'habitants, qui ont mobilisé 1,2 milliard d'euros pour des projets énergétiques. Ben voilà, je veux dire que la société, petit à petit, s'organise pour redonner naissance à une forme d'économie locale basée sur une participation des gens. L'exemple du Danemark, dont j'ai parlé tout à l'heure, au Danemark, il n'y a pas d'installation éolienne possible, par exemple, sans qu'il y ait au moins 20% de participation locale, publique et citoyenne. Les réseaux de chaleur, ils appartiennent aux collectivités et aux clients et aux habitants. Donc on est dans des systèmes globalement où l'intégration est beaucoup plus grande. Ça veut dire aussi, parce qu'on doit inventer des nouveaux systèmes financiers, l'argent qui vient de l'État, il n'y en a plus, etc. Donc il faut quelque part, on pense à des systèmes, parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui peuvent s'auto-porter à condition qu'on mette en place les capacités d'ingénierie financière qui le font, parce qu'il n'y a personne pour monter des projets, il n'y a pas de projets qui se font, mais quand il y a des gens qui sont là, on arrive à faire des choses qui peuvent être assez formidables. Après, inventer une nouvelle gouvernance locale, ça je reviens avec mon système vertical et mon système horizontal. Globalement, l'informatique de grand-papa ressemblait à beaucoup d'organigrammes d'entreprise ou d'administration. Mais la société, elle fonctionne plus comme à droite maintenant, de plus en plus, avec des interactions entre tout le monde de façon plus horizontale. Et donc, la question de la gouvernance locale, c'est aussi la façon dont on va pouvoir mettre, je ne veux pas dire mettre de l'ordre là-dedans, parce que c'est pas ça, mais pouvoir tirer parti de ce désordre créatif pour faire de l'innovation. Alors, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens, effectivement, de collectivité, d'interfacer avec la société, avec des agences, avec des formes qui permettent vraiment que même si les gens ils n'aiment pas le maire, ils fassent quelque chose quand même, quoi. C'est organiser l'autorité locale pour dépasser des logiques sectorielles, pas chacun dans sa case, parce que si c'est ça, c'est clair que là, ça ne va pas marcher. Mais on sait combien c'est difficile de travailler avec la case d'à côté, parce que
des fois on les aime pas, des fois ils nous embêtent, des fois etc. Donc c'est prouver que ça marche et faire effet boule de neige et montrer et donner de la visibilité à des gens qui font quelque chose. Par exemple, s'il y a sur un territoire donné site internet avec les personnes, les entreprises qui ont fait des choses, et on peut se balader comme ça sur le territoire juste pour savoir un peu ce qu'ils font, ben, je veux dire, ça c'est bien, les gens ils sont contents, on les voit. De temps en temps, ils peuvent organiser des visites chez eux, ils font un petit apéro, tout ça, les gens sont contents. Et puis, donc il y a des choses de cet ordre-là. C'est aussi faire entrer la question énergétique dans la culture au sens large, hein, y compris dans les activités culturelles, dans les spectacles, etc. Pas pour faire quelque chose qui va être barbant pour les gens, mais au contraire, qui va trouver, voilà. Et puis, la question de l'aménagement du territoire pour réduire les consommations, ça, c'est un peu depuis la ville pastèque à la ville groseille. Enfin, c'est un peu la ville concentrique comme ça, qui n'a pas de, molle quoi, hein, qui s'étend, mais qui n'est pas organisée autour de réseaux, avec en comparaison avec soit par quartier, soit par bourgs ruraux, soit par villages autour, enfin, qui font partie de l'agglo, etc. C'est faire en sorte qu'il puisse y avoir une densité. Il y a autant de monde, enfin autant de masse, etc. dans la groseille là, que dans la pastèque. Simplement, c'est pas organisé pareil. Il y a un truc où c'est mis un peu n'importe comment, et comme c'est un peu n'importe comment étalé, on peut même pas faire de transport public, ni même de voies cyclables, parce que de toute façon tout le monde habite à un endroit tellement loin de l'autre que, bon, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à une organisation, on peut organiser une densité suffisante autour de notre communication, une densité suffisante pour avoir les commerces, les services, les écoles, etc., pour que tout ça tienne, mais qu'il puisse y avoir accès et que les gens soient jamais démunis de ne pas se trouver en accès à des moyens de transport public si c'est possible, ou trouver des formes, parce que les endroits c'est tellement dispersé, c'est plus compliqué, mais dans les zones agglomérées, c'est quand même simplement. Alors ça, c'est faire de l'urbanisme un instrument de la transition énergétique du territoire. L'urbanisme, ça va surdéterminer les consommations. Hein, il y a une étude de l'INSEE qui vient de sortir qui montre comment la consommation d'énergie pour le déplacement, c'est bien plus important que celle pour le chauffage. Et donc, en fait, on a fait de l'étalement urbain, on a rendu des gens dépendants d'un seul système de déplacement qui, aujourd'hui, les rend prisonniers de ça et donc fait qu'ils dépensent beaucoup plus pour se déplacer maintenant que pour se chauffer. Et ça, les urbanistes, ils n'ont jamais travaillé sur la question énergétique parce qu'on s'en fichait de ça, on ne s'en préoccupait pas. Donc, c'était comme ça. Et en même temps, les énergéticiens, ils travaillaient avec des PC, puis les autres, ils travaillaient sous Apple. Donc, du coup, ils n'ont jamais pu travailler ensemble. À supposer qu'ils l'auraient voulu, mais enfin bon, ils avaient encore une bonne raison technique de dire que c'était difficile. C'est aussi se fixer des objectifs dans l'urbanisme de nouveaux quartiers 100% renouvelables. Mon président à Heidelberg est en train de faire un quartier avec 5000 logements, une partie d'université, les activités, qui va être 100% renouvelable, le plus grand quartier en Europe 100% renouvelable. Avec standard passif, donc il n'y a quasiment pas de besoin, 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage. Ça aide les professions à changer leur méthode. Au début, c'est un peu dur, c'est normal, parce qu'on n'a jamais fait, puis on hésite à faire. Mais après, quand on fait des choses comme ça avec la masse, après, ça avance. Faire en sorte que les gares soient des lieux structurants du territoire, mais partout, les gares urbaines, mais comme les gares moins urbaines, parce qu'on n'avait jamais pensé vraiment, en particulier en France, les gares comme étant des lieux qui sont autre chose que des endroits où des trains arrivent. Bon, petit à petit, ça change, mais on voit d'autres pays, pas très loin d'ici, où la gare a toujours été pensée comme une autre façon de faire, etc. Donc il y a des exemples ici, y compris sur l'urbanisme commercial, etc. Donc je ne veux pas, là, parce qu'après j'irai beaucoup trop loin, et je reviens juste sur ma petite idée de potes, là. Donc il y a une petite définition sur notre site internet, il y a un petit papier sur c'est quoi les potes, quoi. Et à la fin du débat, ce débat de clôture, le préfet, il a parlé des potes en disant, comme ça au début, le premier coup, il trouvait que c'était un peu déplacé, mais petit à petit, ça a acclimaté, et au fil des débats, à la fin, il était tout fier de parler des potes, et ça, finalement, au bout du compte, ça a fait bien plaisir de ne pas parler en premier. et ça lui a donné du grain à moudre d'entendre les autres avant de dire quelque chose, et du coup, ça lui a bien plu. Alors que bon, au début, c'est ce qu'il va accepter ou pas. Bon, le profil d'un pote, il est motivé, des fois un peu acharné, parce qu'il faut qu'il se batte contre un peu.
les moulins à vent, hein, enfin, si je puis dire. Mais il est inspiré par une forme de bon sens, il a envie de faire quelque chose parce que ça coule de source. Il pense que... On se demande pourquoi ça ne se fait pas, quoi. Il a un tempérament entrepreneur. Hein, il a envie... Pardon, oui. Il a envie de traduire des intuitions en projet. Il pense, oui, ce truc-là, c'est sûrement bien, mais je voudrais bien que... il a la force de surmonter les obstacles parce que, bon, la capacité de trouver des ressources pour les surmonter. Et il vit parfois caché parce que quand il a réussi, il dit c'est bon, maintenant je ne veux plus les voir. Mais en même temps, c'est aussi le rôle de l'autorité locale d'aller un peu les débusquer, puis de les faire parler, de les mettre un petit peu en réseau pour faire une communauté avec eux. Voilà, en fait, c'est un peu les tendances qui existent. On pourra revenir après avec vos questions sur un certain nombre de sujets. Mais je finis sur cette citation d'Edgar Morin qui dit qu'en fait tout a déjà commencé, mais sans qu'on le sache, ou sans qu'on le sache vraiment, sans qu'on le sache assez en tout cas, nous en sommes au stade des commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Ces initiatives sont le vivier du futur. Et en fait, je voudrais bien conclure sur ce point qui avait été abordé par Georges Spiegel au début, que la question énergétique, loin d'être une question technique isolée du reste, est vraiment une question qui est au cœur des changements de société pour être capable de recréer du tissu économique local, recréer des nouvelles activités et retrouver du boulot, parce que c'est quand même ça qui est essentiel aujourd'hui, et si on n'apporte pas des réponses à ça, ça ne sert à rien de parler de n'importe quoi. Voilà, merci. Bien, je suis arrivé très en retard. Non seulement un élève très en retard, mais je pense que j'avais moins de 10 sur 20 au contrôle de connaissances. Hein. Donc je suis impardonnable sur plusieurs plans. Je vais quand même essayer de faire en sorte que le débat se fasse, se construise et se poursuive. Bien sûr, la priorité est à vous. Je vous laisse quand même 2 ou 3 minutes d'abord à vous, Monsieur Magnin, pour boire un verre d'eau, parce que vous avez beaucoup parlé, mais c'était très intéressant. Et je dois dire, par rapport à d'autres conférences du cycle, extrêmement didactique. Hein, des images, des exemples parlants. Et bon, visiblement, votre organisation, c'est une organisation pédagogique, un petit peu. Hein. C'est l'impression que vous... J'ai des profs, ça veut rien dire. Ah oui, c'est incorrigible. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé, je vais poser la première question, comme ça la seconde est toujours plus facile. Moi, ce qui m'a frappé dans votre récit imagé et dans votre expérience, mais vous allez peut-être le démentir, c'est que finalement, les exemples, les bonnes pratiques de transition énergétique que vous citez sont beaucoup issus d'Allemagne, d'Autriche, du Danemark, vous l'avez beaucoup cité. Peut-être même de Lituanie, mais ça c'est peut-être un peu à part, disons d'Europe centrale ou du Nord, et on se demande finalement si on peut trouver dans notre pays, mais avec les potes, il y a certainement des choses à dire, mais est-ce qu'il y a un modèle français un peu différent? Notre pays est peu adapté à la décision locale, les collectivités ont plutôt moins de pouvoir que dans les pays fédéraux ou confédéraux. Et enfin, bon, voilà, ça c'est une première question. J'en ai bien d'autres, notamment sur la question des transports. Là, bon, donc j'ai voulu insister sur aussi le plus-value que je peux apporter par rapport à ce que je peux observer comme ça en Europe. Donc il y a aussi, bien sûr, des choses qui se font en France aujourd'hui. Simplement, quand on regarde l'Europe, il y a deux bananes et une patate. Ça fait une bonne soupe, alors, oui. Il y a une première banane qui vient du Royaume-Uni, qui passe par la France, qui englobe le sud de l'Europe jusqu'à la Grèce. C'est une banane où les pays ont été centralisés pour différentes raisons différentes. Certains ont eu des dictatures, certains vont... Il y a des pays centralisés, et dans ces pays centralisés, le pouvoir énergétique est resté complètement centralisé. Après, il y a une deuxième banane, c'est la banane scandinavo-fédérale, donc oui, à peu près ce que ça peut donner. Et puis après, il y a une patate, enfin c'est une patate un peu chaotique. C'est les anciens pays de l'Est, comme on disait, hein, où là, il y a des infrastructures énergétiques locales, notamment basées sur des réseaux de chaleur, même si maintenant il y a des pays, enfin c'est pas tous le cas, mais par exemple j'étais en Lituanie lundi, mardi, et en Lituanie, 67% sont reliés à des habitations, des bâtiments sont reliés au réseau de chaleur. Enfin, 67% de la chaleur est fournie par des réseaux de chaleur.
Donc, où il y a donc l'existence d'un pouvoir local qui existe dans des pays qui ont été très centralisés. Hein, donc, où naissent aujourd'hui principalement les initiatives? C'est principalement dans la banane scandinavo-fédérale, hein, mais aussi, je vois en Hongrie un mouvement pour des territoires 100% autonomes, on pourra revenir sur la notion d'autonomie si vous voulez, mais 100% énergie renouvelable. Ça commence aussi en République tchèque, donc petit à petit comme ça, par mimétisme. Et puis il y a un mouvement en France des territoires à énergie positive, TEPOS, qui commence à se développer. Il y a la Wallonie qui a développé un programme qui part de loin sur ces sujets, qui a développé aussi des... Donc en fait, il y a autour de ça des choses qui se font par mimétisme. Mais vous savez, dans tous les domaines qui sont liés peu ou prou à l'environnement, tout est venu de là. Hein. Les lois sur les déchets, les lois sur la qualité de l'eau, les lois sur la qualité de l'air, ça a commencé par là. C'est les pays qui ont plus de densité de population, même si certains ont une faible densité, mais la population, si on veut, est ramassée à certains endroits. C'est qui ont une plus grande densité de population. C'est pour beaucoup des pays protestants, c'est-à-dire où la responsabilité individuelle est beaucoup plus grande. Hein, et il n'y a pas quelqu'un qui fait à sa place, quoi, pour aller vite, donc on fait soi-même. Et ça, je pense, et puis c'est les pays qui sont décentralisés du point de vue de leur organisation. Alors, sans vouloir convertir les Français au protestantisme, je ne crois pas que ce soit d'actualité, mais est-ce que pour progresser un peu plus vite dans cette question de transition énergétique dans notre pays, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par une réforme des collectivités territoriales pour leur donner plus de pouvoir et plus de latitude? C'est sans doute quelque chose qui est plus dimensionnel, mais vous savez, la question qui se pose, c'est que quand on a, ça c'est vrai dans n'importe quel domaine, hein, on peut prendre, c'est la rentrée scolaire, donc c'est le domaine de l'école, c'est avant, on veut changer, c'est après, et pendant que ça change, alors là ça coince, ça change les habitudes, etc. Et quand on a un système énergétique qui est donné comme ça, qui est d'une certaine façon, aller vers un système qui va être différent, ou même très sensiblement différent, c'est quelque chose qui forcément prend du temps et ça coince. Hein, donc j'ai été frappé, moi j'ai vu, parce que bon, probablement que dans l'Assemblée il y a des représentants syndicalistes, etc. Mais j'ai vu que j'étais dans le groupe d'experts du débat sur la transition énergétique et j'ai vu une coalition du non-changement qui s'est organisée entre le MEDEF et des confédérations syndicales, mais tant le MEDEF que ces confédérations syndicales n'étaient représentées que par des gens de l'énergie. Hein, et dans le même temps, on organisait avec l'ambassade du Danemark le 10 juin. Donc, alors c'est une coalition pour que rien ne bouge. Hein. On a passé 3 heures dans une réunion pour simplement écrire quelque part droit à l'innovation. Droit à l'innovation. Bon, c'est encourageant. Le MEDEF était contre droit à l'innovation. C'est très étrange. C'est quand même quelque chose. Et puis, on organisait le 10 juin dans l'ambassade du Danemark une rencontre où il y avait le patronat danois, il y avait les syndicats danois, les collectivités locales, et le syndicat danois distribuait une brochure qu'ils avaient fait avec des villes, avec 16 villes, disant voilà ce qui a été fait dans ces villes, voilà les emplois qui ont été créés, et c'est les syndicats danois qui se faisaient les porteurs. Donc en fait, c'est quelque chose qui est normal, c'est humain, chacun est en situation de défendre les intérêts qu'il a, mais quand le système, si on veut, à un moment donné, j'ai tendance à dire, à basculer, c'est-à-dire qu'il y a plus d'intérêt, parce qu'il y a plus, on prend conscience qu'il y a bien plus de création d'emplois possible dans le secteur du bâtiment, dans le secteur, etc., alors que les grandes entreprises ont cessé depuis longtemps de créer des emplois, elles continuent d'en supprimer, donc il n'y a pas de perspective de création d'emplois dans les grandes entreprises, mais c'est plutôt dans les PME et chez les artisans, etc., qu'on va en trouver. Donc du coup, quand ça a déjà basculé de ce côté-là, eh bien les solidarités se font sur le nouveau paradigme, alors que les solidarités se font encore en France sur l'ancien paradigme, enfin en tout cas en partie. Donc du coup, donner plus de pouvoir aux collectivités locales sur ce sujet, et c'est des choses qui sont un petit peu abordées dans les lois de décentralisation, c'est quelque chose qui est important. Comme le disait Josh Spiegel dans son introduction, il y a quelque chose qui est relativement illogique, c'est que les autorités locales aient la responsabilité de l'urbanisme, des transports de l'eau, des déchets, mais que l'énergie soit quelque chose qui soit à part. Et dans toutes les lois, par exemple, y compris la loi sur la concurrence, la loi dite loi Sapin, il y a toujours au départ un paragraphe qui dit que l'énergie est exclue du champ d'application de cette loi parce que c'est quelque chose qui est à part et
qui, depuis la libération, a fait que l'énergie a un monde à part. Mais c'est susceptible de changer. Alors, moi j'ai 1000 questions, donc je ne vais pas les monopoliser, les garder toutes pour moi. Donc, je vais tout de suite vérifier. Voilà, il y a des mains qui se lèvent, des courageux. Alors on va leur passer un micro là-bas. Monsieur un chemise bleue et puis Monsieur Barbu au fond. Oui, bonjour, Thierry Angasser. Je voudrais juste dire deux petites choses. La première, c'est que les personnes qui nous observent, là, qui sont affichées sur les murs, sont totalement en phase avec le discours que vous avez, enfin la présentation que vous avez faite, parce que déjà, un, ils sont quasiment tous protestants, et deux, ils ont entamé il y a bien longtemps la transition énergétique de notre territoire. J'en veux pour preuve Nicolas Koechlin, qui est le grand portrait là, qui a créé le premier réseau de chemin de fer en Alsace. Enfin, en Alsace, et le premier réseau dans le monde qui traverse une frontière, puisque la ligne faisait Strasbourg-Bâle. Donc, quand j'écoute vos propos, je me rends compte qu'en fait, finalement, l'Alsace, c'est exactement le profil tant des potes que du territoire pour la transition énergétique. Alors, on a réussi une partie, puisque on a valorisé le Rhin avec le canal d'Alsace, bon, qui est pas compensé par la centrale nucléaire de Fessenheim, mais bon, voilà, ça c'est l'aspect décentralisé, c'est le canal, l'aspect centralisé, c'est la centrale. Voilà, ça c'est le jacobinisme. Mais là où je voudrais rebondir, c'est sur les collectivités locales. Finalement, quand on regarde le profil type pour réussir cette transition énergétique, c'est avant tout le profil du pote. Hein, c'est un profil qui est très intéressant. Et la collectivité locale, finalement, sa place, elle n'est pas primordiale là-dedans, puisqu'elle est juste là pour inciter, ou voire même laisser faire, et laisser l'énergie, si je puis dire, aux gens qui veulent prendre des initiatives. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Et je ne pense pas qu'il faille s'abriter ou compter sur les collectivités pour forcément faire que ça fonctionne. Même si elles le font. Hein. D'ailleurs, cette réunion, c'est les collectivités, c'est les énergies qui ont monté ça. Et il y a des projets par la M2A qui se font. Mais on a déjà beaucoup de choses. Les anciennes centrales, les anciennes filatures en Alsace, qui ont fait faillite, qui n'existent plus, sont recyclées aujourd'hui en microcentrales hydroélectriques. Il y a une unité de méthanisation. Donc il se passe quand même des choses qui sont déjà bien en place. Merci. Monsieur derrière, on va prendre encore une intervention de la salle, et puis madame. N'imitez pas surtout monsieur Magnien, soyez assez bref. Je vous remercie. Sinon on n'y arrivera pas. Michel Bourguet, conseiller municipal à Mulhouse. Quelques remarques. J'ai l'impression que les propositions que vous faites, auxquelles j'adhère complètement, ne font que la moitié du chemin. Au-delà de la décentralisation vers les collectivités locales, je pense qu'il faut oser aller plus loin. Il faut oser parler aussi de l'autonomie des individus. Mais l'autonomie des individus, et là, ça va faire mal du point de vue économique, ça veut dire assumer que certaines choses sortent complètement de la sphère marchande. Si on passe de la voiture au transport en commun, on continue à payer ces transports, on continue à dépenser de l'énergie qui a une contre-valeur financière. Si on va, et c'est une bonne chose de passer de la voiture individuelle au transport en commun. Mais si on va plus loin dans le rapprochement des lieux de vie, à ce moment-là, les gens marchent à pied, et ça, il n'y a plus du tout d'argent en jeu. Il n'y a plus du tout d'énergie financière en jeu. Si on passe de EDF à des réseaux de chaleur locaux, c'est positif. Mais on aura encore une facturation de la production d'énergie locale et de sa consommation. Par contre, si chaque maison a des capteurs thermiques sur son toit, pas du photovoltaïque. Le photovoltaïque, il est encore dans le réseau parce qu'on n'est pas dans l'autoconsommation individuelle. Par contre, si chacun a son capteur solaire pour faire son eau chaude thermique, à ce moment-là, il n'y a plus de circulation financière. Et je pense que c'est ça qui est positif comme objectif, mais ça suppose d'assumer une baisse, je dis bien baisse, des flux financiers qui circulent. On peut augmenter le mieux vivre, on peut augmenter la qualité environnementale avec une baisse des flux financiers. Mais c'est un pari audacieux et j'ai l'impression que vos propositions s'arrêtent au moment où on pourrait faire ce pari. Je le regrette. Merci beaucoup. Et puis, madame.
puis après, M. Magnin va commenter ou répondre. Oui, alors Jamila Sanzoni, conseillère régionale. Alors bravo pour cet exposé. Merci à Joe de continuer. C'est pas la première initiative dans ce débat national et régional. Voilà. Alors moi la première chose, bon, je l'ai dit, bravo parce que moi je me reconnais, mais ça fait 10 ans que les écologistes se battent pour entendre ça d'une façon publique et ça veut dire qu'on avance. Je regrette juste que dans tous ces débats auxquels j'ai assisté, et encore plus celui-là, les personnes les plus concernées ne sont pas là. Les personnes les plus concernées, c'est celles qui payent 1 000 euros par an en plus de notes de gaz ou d'EDF. Et voilà, c'est une réalité aujourd'hui, hein, que ce soit des gens qui habitent dans les logements sociaux ou même des Alsaciens moyens. Hein. C'est dommage qu'on n'arrive pas à toucher ces personnes dans les débats parce qu'elles sont les plus concernées. Après, par rapport à toutes les solutions que vous avez données ou engagées, en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut, je vais être rapide, hein, mais que les collectivités territoriales prennent leurs responsabilités. Voilà. On peut agir à notre niveau, au niveau de la M2A, hein, monsieur le vice-président, je m'adresse à Joe. Nous à la région et là à mon avis on parle beaucoup, on fait beaucoup de réunions comme celle-là, beaucoup de textes, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement et là c'est simple, hein, ça va être encore plus simple que ce que vous avez dit. Il y a la rénovation thermique des bâtiments, il faut le faire tout de suite. Il y a quand on fait une nouvelle construction, elle doit être, quand c'est les collectivités locales qui payent, elle doit être passive ou positive. On arrête de faire des constructions qui sont des passoires à énergie. On arrête de construire sur des terrains agricoles ou naturels. Par exemple, le projet IKEA, on arrête avec des conneries pareilles. On fait tout en circuit court. Nos enfants, dans les cantines, doivent être nourris avec l'agriculture du coin ou bio, ça sera encore mieux. On développe les transports en commun plutôt que des voies routières. Et je pourrais en dire plus, les pôles de compétitivité, ben c'est bien ce que Peugeot vient de faire dernièrement avec contrôle des voitures sur la pollution, mais on arrête de financer la bagnole sans condition derrière. Et je pourrais dire 10 000 exemples comme ça sur la politique des déchets. Pareil, alors je voulais simplement un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit sans le dire vraiment. C'est sûr que dans d'autres pays, ça marche mieux parce qu'ils ont une politique. Tous les pays que vous avez cités, les régions sont fortes. Les régions ont des compétences, une autonomie que nous n'avons pas en France, et c'est dommage. J'aimerais quand même souligner que certains territoires d'Alsace sont très bons dans le domaine de faire le mieux sur l'environnement et l'énergie. Je pense à Ungersheim, je pense pour les déchets à la communauté de communes de Cernay et à la Porte d'Alsace, etc. Donc on a des bonnes expériences en Alsace, il faudrait les encourager, les valoriser. Merci beaucoup. Je vais répondre un petit peu, notamment sur cette observation qui vous suspectait de vous être arrêté vraiment à mi-chemin. Oui, mais je vais déjà commencer par la première intervention sur la question la société ne s'arrête pas aux collectivités locales. Hein. Je veux dire que bon, vous prendrez le temps de regarder plus en détail, vous irez voir. Je pense que pas du tout dans cette logique-là. En fait, l'idée, c'est que le maximum d'individus, soit comme simple particulier, comme entrepreneur, etc., entrent dans le jeu, parce que c'est comme ça que ça va se faire. On doit inventer quelque chose qui n'existe pas. Et pour inventer quelque chose qui n'existe pas, il faut tâtonner. Et il faut le faire. Des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. Après on se reprend. Et c'est seulement si on a assez tâtonné que finalement après on arrive à faire quelque chose qui peut après devenir une loi, etc. Donc, mais les collectivités locales, c'est elles qui ont quand même en charge d'organisation du territoire. Et on attend d'elles qu'elles structurent un petit peu tout ça. Alors si ça devait s'arrêter aux collectivités locales qui confisqueraient le pouvoir pour elles et en disant après c'est fini parce que je suis le dernier niveau, je pense que ce serait pas bien. Mais c'est pas de tout ça. Mais il y a besoin, je pense qu'il y a vraiment besoin des deux. Hein, c'est par exemple tout ce qui a boosté les énergies renouvelables en Europe, en particulier sur l'électricité, c'est issu de la directive européenne sur l'électricité, sur l'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Et c'est venu de où? C'est venu, il y a quelques municipalités allemandes qui ont commencé à dire, nous, on va encourager la production et on va demander à nos compagnies municipales, Stadtwerke,
parce qu'il y a les compagnies municipales pour faire ça, de racheter l'électricité à un prix plus élevé. Donc il y en a une qui l'a fait, 2, 3, 10, 100, et après, il y a une loi fédérale qui a pris acte du fait que ben voilà, ça se faisait, ça marchait, et on va faire une loi fédérale. Et ensuite, quand la loi fédérale a été faite, il est devenu crédible de faire une directive européenne qui s'en inspirait. C'est pour montrer que, et c'est la même chose pour les maisons à standard passif, etc. À un moment donné, on a bricolé localement, mais le rôle de l'autorité locale a souvent été très important pour donner la petite pichenette. Mais si je donne ces exemples-là pour montrer que quand on doit inventer quelque chose qui n'existe pas, c'est que sur le terrain qu'on peut l'inventer, parce que c'est une interaction de technologie, de gens comme ils sont, pas comme on aimerait qu'ils soient, ou etc. Et ça marche ou ça marche pas selon que. Donc ça c'est, pour moi, c'est très important. Après, sur le milieu du chemin, déjà, je serais déjà super content si avec ça on pouvait faire le milieu du chemin, la moitié du chemin. Ce serait déjà. Mais je vous recommande aussi de regarder plus en détail parce que, oui, dans les propositions, par exemple, sur l'urbanisme, il y a quelque chose, c'est introduire un code de la rue qui donne priorité absolue aux piétons et aux vélos. Ça rentre dans les choses que vous voulez indiquer. Sur la question d'organisation de l'urbanisme et de l'urbanisme commercial et de la proximité des lieux de vie et des lieux où on doit peut-être aller aussi dépenser quelque chose au magasin, parce que de temps en temps, on en a besoin quand même. Hein, voilà. Et donc, mais cette question qui va vers une forme d'autonomie, mais dans l'autonomie, je voudrais bien distinguer quelque chose. Pour moi, être plus autonome, c'est être plus responsable. Hein. Pour moi, si je fais... parce que souvent je m'entends dire autonomie, mais alors c'est quoi? C'est le repli sur soi, c'est chacun à la Corée du Nord, un truc. Non, c'est pas ça mon modèle de société. Mais pour moi, des jeunes adolescents qui deviennent adultes et qui deviennent autonomes et qui donc ce fait deviennent responsables, ça c'est une idée qui me plaît. Donc c'est introduire la notion de responsabilité. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment vers des choses comme ça qu'il faut aller, mais il faut jamais oublier que la responsabilité, c'est à la fois une partie individuelle, mais une partie collective, et que les réseaux dans l'énergie, ça fabrique de la solidarité. Donc, il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire que ce qui serait le repli, tout le monde n'habite pas dans une maison qui a assez de surface de toit pour pouvoir faire tout ce qu'il devrait faire, etc. Bon, et après, sur les questions, moi, j'ai l'impression qu'en Alsace, il se fait quand même pas mal de choses. Alors peut-être que, bon, on a envie que ça se fasse un petit peu plus quand on est dans l'opposition, c'est normal, mais je pense quand même qu'en Alsace, il se fait pas mal de choses parce qu'il y a quand même la culture du voisin et la culture historique qui fait que le local, ça a plus de sens chez vous qu'à certains autres endroits. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai de l'intérieur. Hein, de l'intérieur. Oui, Gérard Binder. D'abord, bravo pour l'exposé que j'ai trouvé remarquable du début jusqu'à la fin. Mais est-ce que par rapport au pouvoir des collectivités et par rapport, je dirais, à la responsabilité des uns et des autres, est-ce que finalement on ne va pas, je n'ose pas lancer le mot de régie municipale, mais est-ce qu'on ne va pas revoir des régies de territoire s'occupant de tel ou tel problème, avec une définition de territoire qui risque d'être une définition à géométrie variable, parce qu'on peut faire des choses ensemble, un certain nombre de personnes pour les déchets, d'autres peuvent le faire pour l'eau, d'autres, etc. Et la dernière question, évidemment, quelle serait la dimension d'un territoire, ou comment définit-on un territoire? Est-ce qu'il y a une deuxième question, éventuellement liée à Madame Cléo Chazer, conseillère régionale. Oui, ma question rejoignait en fait celle de M. Binder. Il se trouve que le hasard du calendrier veut que dimanche prochain, le 8 septembre, nous accueillons à Mulhouse Catherine Quignon, que vous connaissez sûrement, hein, qui est maire de Montdidier et qui est une commune extrêmement connue pour son action dans la transition énergétique. Voilà, donc j'avais quelques questions à lui poser, mais je vais vous en poser une dès aujourd'hui. Elle rejoint la question de la précarité énergétique dont Jamila a parlé et que vous avez évoqué tout à l'heure dans votre exposé. Vous avez dit la précarité énergétique, finalement, tout le monde en parle, mais on ne fait pas grand-chose. Et je n'ai pas vraiment repéré mais peut-être n'avez-vous pas montré l'ensemble des propositions, je n'ai pas vraiment repéré de propositions très claires pour combattre cette précarité énergétique.
Alors, c'est vrai que je vais poser la question dimanche à Catherine, qui est maire d'une commune de 6 000 habitants et qui a effectivement, depuis maintenant le début des années 2000, mis en place une vraie politique de l'énergie. On peut appeler ça comme ça. Elle a mis l'énergie au cœur de son projet politique. Et moi, je pense, pour répondre aussi à d'autres interventions, qu'effectivement, aujourd'hui, les collectivités doivent mettre cette question au cœur de leur projet politique. Alors, la question des régies, oui, je vais partir par la fin sur la question de la précarité. Comme vous voulez, oui. Pour reprendre les choses un peu en détail, la question, quand on veut combattre quelque chose, il faut savoir qui sont les personnes. Et je pense qu'il y a très peu d'endroits où on connaît qui sont exactement les précaires. Alors quand on regarde, quand ceux qui le font regardent, globalement, les plus grands précaires énergétiques, c'est des retraités propriétaires de trucs un peu pourris. Et puis voilà. Donc ça veut dire quelque part, il faut qu'on recense, il faut qu'on cartographie, puis qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement qui permettent de faire ça. Parce que sinon, on va le traiter par le système d'aide sociale, on va le citer par le refinancement de factures non payées, on ne va pas le traiter sur la question de la source. Donc la question, c'est vraiment arrêter d'en parler comme un truc général ou comme un drapeau qu'on agite parce que ça fait bien, mais le faire aller vraiment, et c'est ça dans les propositions, qu'il y ait vraiment un plan sur la ville où, parce qu'il y a des zones qui vont agréger davantage de gens en précarité que d'autres, ben ça c'est. Mais après, parce que après c'est à chaque fois des questions individuelles qu'il faut traiter. Après sur la question des régies, je pense que pour moi c'est clairement une question d'actualité. Ça, c'est une question que l'autorité locale se donne des moyens, les instruments techniques et économiques qui lui permettent de faire ça. Donc ça. Je pense que c'est une question, globalement, on va petit à petit aller vers ça. Mais pour l'instant, il y a des blocages dans la loi. Il y a un effet de cliquet. Quand on l'a quitté, on ne peut plus y revenir, etc. Donc je pense que globalement, petit à petit, on va d'une façon ou d'une autre, ça prendra un petit peu de temps. Et puis, vous pensez que ça ne se fait pas contre le système existant, parce que de toute façon, les gens qui travaillent dans le secteur de la distribution, s'ils doivent travailler dans le secteur, les gens qui travaillent à Metz dans la distribution, ils ne sont pas plus malheureux que ceux qui travaillent à EDF à un autre endroit, puisque de toute façon, c'est la même convention de travail. Donc du coup, c'est pas la question de quelque chose qui se ferait contre l'existant, etc., mais qui se fait simplement organiser autrement avec une plus grande proximité. Et parce qu'il y a une plus grande proximité, voilà, on va peut-être retrouver des solutions. On sait bien, plus on se rapproche, et puis plus on trouve des solutions. Quand les TER sont devenus régionaux, on a trouvé des systèmes de transport régionaux qui étaient plus efficaces que quand c'était simplement un train national qui passait par là. Alors après, la question de la taille du territoire. Je veux dire, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense que globalement, la communauté d'agglomération est une taille pour ça. Voilà. Mais je pense qu'il peut y avoir des trucs, surtout dans une période où des choses comme ça vont s'expérimenter, qui peuvent être très très différentes. Et si les gens du canton du Maine en Bretagne veulent faire une régie qui sont 6 000 habitants, tous agglomérés, je veux dire, pourquoi pas, s'il y a la capacité d'entrepreneuriat, si les gens... puis après, on verra bien. Parce que moi, je préfère fonctionner sous une forme d'expérimentation progressive qui prouve que des choses peuvent marcher et qu'ensuite ça puisse que des trucs, disons, à partir de demain c'est autrement, parce que en général ça se passe pas très bien déjà pour y arriver, puis après encore moins pour le mettre en place. Donc surtout quand on doit expérimenter, parce que j'entends dire des fois ce serait le retour à la régie. Non, c'est aller déjà vers la régie, c'est quelque chose qui est différent. C'est une mesure qui pourrait être prise, oui, mais jusqu'à présent elle n'est pas prise. Hein. D'accord. D'autres oui, Laurent. Et monsieur. Bon, dans l'ordre que vous voulez. Monsieur, allez-y. Bonjour, Rodolphe Percé, j'appartiens au syndicat CFE-CGC. Je vous remercie de votre intervention. Je voudrais d'abord réagir quand vous avez dit que la part principale de notre consommation d'énergie, c'est le pétrole, et vous citiez l'exemple des directives européennes qui sont censées aller dans le bon sens. Je suis un peu méfiant parce qu'on a mis une directive européenne sur l'utilisation de biocarburants. Et il y a eu un bilan qui a été fait récemment par la Commission européenne qui conclut que le bilan carbone des biocarburants est négatif. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu continuer à consommer bêtement du pétrole que de raser des forêts pour développer les biocarburants. Donc c'est pour ça que parfois il faut se méfier, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Ensuite, dans le domaine de l'électricité, qui est dans le domaine dans lequel je travaille, là encore, je suis un peu plus prudent que vous sur il y a des bons élèves et il y a des mauvais élèves. Si on prend l'exemple, enfin si vous faites une comparaison, par exemple Danemark-France, bon, il n'y a pas que du bon d'un côté et que du mauvais de l'autre. Le Danemark paye son électricité 2,5 fois plus cher que nous et rejette, si je dis pas de bêtises, à peu près 5 fois plus de CO2 que nous. Ils ont fait un choix technologique qui est 1 tiers renouvelable, 2 tiers énergie fossile. On est capable de faire la même chose en France, techniquement on sait le faire, mais il faut savoir qu'après on est coincé technologiquement avec des énergies intermittentes. Avec les limites techniques actuelles, on ne sait pas aller au-delà d'à peu près 30% d'énergie renouvelable intermittente. Alors après, il y a des concepts pour faire mieux, mais à ce jour, c'est ce qu'on sait faire. Donc le Danemark, pour le moment, en termes d'impact environnemental, ce n'est pas la panacée. C'est une option différente de la France, mais de là à dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien, ça me semble très réducteur. Une dernière chose, vous dites dans les débats nationaux, les syndicats et le MEDEF se sont alliés pour préserver un statu quo. Là encore, je trouve ça très réducteur. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes idées sur l'avenir de l'approvisionnement énergétique de notre pays. Pour autant, la position des syndicats, et en tout cas de celui auquel j'appartiens, n'est pas de préserver le statu quo, parce qu'on sait que le statu quo actuel, on ne pourra pas le conserver indéfiniment. Ça n'est pas tenable à long terme. Donc, le syndicat auquel j'appartiens, et les autres aussi, je pense, ont fait des propositions sur comment on évolue. Et ce n'est pas forcément de notre fait que la situation bloque. Je vais vous donner un exemple, et j'arrêterai là. Ce qu'on a dit dans le livre blanc qu'a proposé le syndicat auquel j'appartiens, c'est qu'il faut augmenter les tarifs de l'énergie, d'abord pour dégager de la ressource financière, pour financer ce qu'on veut faire pour la transition énergétique. Par exemple, tout ce qui est efficacité énergétique, ça va coûter. Donc, pour dégager de l'argent, il faut augmenter les tarifs de l'énergie. Ça fera une ressource financière pour payer ces investissements. Et surtout, si on veut économiser l'énergie, et tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut économiser l'énergie, malheureusement, l'homme est ainsi fait qu'on a tendance à économiser que ce qui coûte cher. Quand quelque chose n'est pas cher, on n'a pas envie de l'économiser. Il y a eu des débats sur la transition énergétique dans la région. J'ai entendu des entrepreneurs ou des particuliers qui parlaient d'investissement pour l'efficience énergétique. Et un des arguments qui revenait, c'est malheureusement en France, on en fait moins que les autres, parce que comme nous, on paye l'énergie peu chère avec nos tarifs régulés, le retour sur investissement est beaucoup plus long, donc on n'est pas incité à économiser. Mais quand vous dites à des politiques, l'avenir c'est augmenter les tarifs de l'énergie parce que c'est comme ça qu'on fera des économies, c'est comme ça qu'on incitera à faire des économies, il y a un blocage total pour des raisons électorales que je comprends, mais ce n'est pas de la faute des syndicats, ce n'est pas les syndicats qui bloquent. On n'est pas au niveau syndical dans l'optique qu'on avait il y a 30 ans qui était fournir l'énergie le moins cher possible et en vendre un maximum. C'est plus ça. Merci. Laurent Camerer. Merci. Oui, Laurent Camerer. On assiste souvent, et j'ai l'impression de plus en plus, à des conflits entre initiateurs d'énergie renouvelable produite localement et défenseurs de l'environnement, de la biodiversité, des paysages. Comment est-ce que dans les pays que tu as cités, avec beaucoup d'expérience bien avancée, ces conflits bloquants se résolvent et permettent d'avancer avec des délais rapides pour des solutions de transition. Merci. Et puis alors il y a encore une demande de parole ici. Ce sera la dernière pour ce tour-là, parce que sinon vous aurez un peu trop de choses à répondre. Et puis il y avait encore une personne là-bas. Oui, ça se réveille. C'est toujours à la fin qu'il y a le plus de demandes. On est plus bavard à la fin. Philippe Wolf, merci pour cet exposé. Moi, j'ai retenu quelques mots qui m'ont interpellé. Bon sens. Et il y avait aussi le garder l'argent à la maison. Donc, votre démonstration était évidente. On a un déficit commercial du fait de l'importation de produits pétroliers et on pourrait faire tourner en boucle une économie qui pourrait servir à résoudre ce qu'on appelle communément la crise de nos jours, quoi. Et on n'y va pas quand même. Alors, à une autre conférence, j'avais déjà posé la question,
Est-ce que la caisse de dépôt et de consignation en France ne pourrait-elle pas faire des prêts, hein, je ne dis pas donner de l'argent, pas subventionner des actions pour aller sur cette transition énergétique, mais aider les gens à franchir le pas pour faire de la rénovation thermique, de manière à pouvoir ensuite, bien sûr, être moins dépendant de ces produits pétroliers. Et je voulais savoir, c'était ma question, est-ce que dans les pays qui réussissent, enfin qui font mieux que ce qu'on sait faire en France au niveau de la transition énergétique, est-ce que ce genre de dispositif existe ? Financement public. Donc, je vais commencer par le dernier. Bon, il y a petit à petit des choses qui commencent à se mettre en place en France sur les sujets que vous indiquez, mais il me semble que le système le meilleur aujourd'hui, même s'il n'atteint pas les objectifs fixés par le gouvernement allemand, parce que c'est en Allemagne, c'est le système qui est fait avec la banque KfW, qui est l'équivalent de la Caisse des dépôts, c'est pas exactement la même chose, mais qui fait que c'est la banque KfW qui gère tous ces prêts et qui gère aussi les subventions. C'est-à-dire, si vous voulez faire quelque chose, vous allez à votre banque, votre banque habituelle. Elle est adossée à la KfW. Et vous venez avec un diagnostic technique qui a été subventionné à 80%, et puis vous venez là, et selon le niveau de performance que vous allez atteindre dans la performance de la rénovation, vous aurez droit à une subvention plus importante et un délai plus long. Si vous avez par exemple le niveau 45, c'est-à-dire qui est 55% de moins que la réglementation du neuf pour de l'existant, ben vous allez avoir droit à un prêt qui va aller jusqu'à 15 ans et la subvention maximum. Et si vous faites quelque chose qui est 120, c'est-à-dire 20% de plus pour la rénovation que la réglementation du neuf, si on veut, 100 étant considéré la règle, c'est la base 100, ben vous aurez une subvention plus faible et puis un prêt de... Mais vous allez à un seul endroit qui gère la subvention publique qui existe et qui gère la subvention. Et cet endroit, c'est où vous allez, en général, quand vous voulez faire un investissement, c'est à la banque. Et je pense la question du guichet unique, mais malgré ce mouvement, ce qui a été mis en place, donc tout ça c'est bien quantifié du point de vue de ce que ça représente en financement, ce que ça représente en emploi, etc. Mais ils sont qu'à la moitié du rythme qu'ils se sont fixés. Hein. Après, la question de Laurent. Oui, il y a eu la question de Laurent sur la question de l'acceptation sociale. Oui, c'est ça. La question de l'acceptation sociale, elle est beaucoup liée au fait que si ce qu'il se passe nous appartient, fait partie de notre communauté, ou si on considère qu'il y a un prédateur qui va venir nous prendre notre ressource. Donc, je m'excuse, je vais repartir sur le Danemark parce que c'est là où c'est le plus parachevé. Il y avait l'île de Samsø qui avait mis ça en place parce que c'est une île qui n'était pas raccordée au réseau, etc. Mais où c'est les agriculteurs qui ont fait les investissements, etc. Donc les agriculteurs, ils font des investissements sur des éoliennes sur leur territoire. Eux, ils touchent les bénéfices de ça. Donc tout le monde est content avec ça. Et question d'acceptation sociale. Et comme par exemple au Danemark, on ne veut pas faire un parc éolien s'il n'y a pas au moins 20% de capital local, public ou coopératif, ça veut dire que c'est impossible pour quiconque de venir gérer ça. Et puis, c'est aussi dans les réseaux de chaleur, c'est impossible de faire du profit sur la vente de chaleur. Donc ça veut dire que c'est impossible pour une grande compagnie multinationale de venir gérer les réseaux de chaleur parce qu'elle n'a pas le droit de faire de profit. Donc de toute façon, ça n'intéresse pas de venir, ça reste quelque chose de local. Donc c'est des choses comme ça, tout à fait simples, qui fait que quand on fait quelque chose pour soi, c'est quelque chose qui est humain. On le fait dans sa maison. On fait du bruit parce qu'on fait les travaux dans sa maison, ça ne nous dérange pas, mais le voisin il fait le même bruit, ça nous dérange. Il dit bon voilà. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc là, je pense que si c'est des projets territoriaux où on se sent sur des projets, on se sent partie prenante et on pense qu'il y aura des retombées, ben on n'a pas la même attitude. Ça ne veut pas dire que c'est blanc ou noir. Alors après, je reviens sur Monsieur de CFE-CGC. J'ai pas dit. À aucun moment j'ai dit, vous avez peut-être interprété comme ça, les bons et les mauvais, etc. Ce que j'ai indiqué, c'est qu'il y a un mouvement qui se passe, il y a une tendance qui se passe, et ça se passe plus vite dans certains pays que dans d'autres. Après, j'ai pris des exemples dans les pays où ça se passait plus vite pour essayer de forcer le trait. J'ai pris soin de dire qu'il n'y avait pas quelque chose qui était bien ou qui n'était pas bien, il y a quelque chose qui bouge dans la société. Et la question est de savoir si les sociétés sont capables de s'adapter et d'accélérer les mouvements plutôt que d'essayer de les retenir. Et puis finalement,
y aller un petit peu à son corps défendant. Donc c'est ça que j'ai indiqué. Quand j'ai mentionné la question du Danemark, j'ai indiqué que le Danemark avait fait le choix du charbon et qu'à l'époque, personne ne le remettait en cause. D'ailleurs, en France, il y avait eu la relance du charbon en 81, 82, puis ça s'est fini en 83, donc ça n'a pas duré longtemps. Mais il se trouve qu'au Danemark, ça s'est passé comme ça. Mais à partir du moment où on a un outil de production, de distribution de chaleur et d'électricité, de production de chaleur et d'électricité, qui est basé sur les réseaux de chaleur, il suffit de changer l'énergie primaire pour que tout change. Et donc globalement, ils ont la flexibilité dans leur système qui va leur permettre d'aller vers 100% de renouvelables, alors que nous n'avons pas en France la flexibilité de nos systèmes qui nous permet d'y aller. Donc voilà, je pense que c'est une question de résilience aussi. C'est-à-dire que quelque part, dans un monde incertain, qu'est-ce qu'on fait devant un monde incertain pour être capable de réagir à des événements imprévus? Eh bien pour ça, on a besoin d'avoir un minimum de flexibilité. Nous n'avons pas un système flexible. S'il y avait un accident générique sur une centrale qui nécessite, une centrale électrique et nucléaire qui devrait nécessiter d'enfermer 6, 10, 15, etc., ce serait tout de suite une catastrophe parce que finalement, on n'aurait pas la possibilité de se retourner dans le temps nécessaire. Et vous avez évoqué la directive énergie renouvelable en disant que l'enfer était pavé de bonnes intentions. Je n'ai pas parlé de la directive sur les biocarburants, énergie renouvelable, je vais parler de la directive sur l'électricité, les énergies renouvelables dans l'électricité. Je vais parler de ça. Et parce que l'autre, sur les biocarburants, nous, on avait émis une opinion contre cette partie sur les biocarburants, pour les mêmes raisons que vous avez indiquées là, parce qu'on connaissait déjà tout avant. Maintenant, vous êtes d'accord alors on sait déjà l'avantage que le bilan énergétique et le bilan CO2 et tout des biocarburants est plus mauvais que utiliser directement du pétrole. Donc voilà, donc vous avez raison là-dessus. Après, sur l'histoire de votre position dans le débat énergétique, je vous dirai quelque chose juste après parce que j'ose pas vous le dire en public. Bon, on en sera privé. Alors, une toute dernière observation ou question, ce sera la dernière parce que le temps tourne. Ou s'il y en a une, je crois qu'il y en a une par là. Pardon, oui. Ce sera la dernière et puis votre réponse prendra la forme d'une conclusion puisque Luc René-Gaillet n'étant pas là, c'est notre conclueur habituel. Vous vous substituez. Vous aurez un petit temps de parole en plus, vous voyez ? C'est bien fait. Allez-y pour votre observation. Bonjour, Sylvain Bouillot, je suis représentant syndical CFE-CGC. Je vais poser une question très simple que j'aborde assez souvent dans ces différentes réunions. La transition énergétique, en fait, impose un nouveau modèle économique. Ce modèle économique impose un choix s'orientant principalement vers les particuliers et les collectivités locales. Aujourd'hui, ma question est simple, et il y en a deux. Aujourd'hui, la transition énergétique, combien ça coûte ? Qui paye, donc ça à l'échelle nationale, et au niveau régional, au niveau de l'Alsace, je vous repose la même question. Une réponse, mais pas de conclusion, parce qu'il y en aura une autre. Oui, donc si vous voulez que je vous dise combien ça coûte en Alsace, je suis parfaitement incapable de le dire. Simplement, j'aimerais parce que c'est pas un débat qu'on peut comme ça faire en une minute, mais j'aimerais que la question soit aussi renversée sur combien ça coûte de ne pas la faire et combien ça coûte de ne pas la faire en allant le plus vite possible. Parce que je pense qu'il faut vraiment voir les deux faces. Quand on passe d'un endroit à un autre, c'est clair que ça coûte quelque chose. Mais des fois, ne pas changer d'endroit, ça coûte encore plus cher. Donc je crois que c'est une question dynamique. On ne peut pas voir les choses comme ça. Parce que si ça me rapporte en même temps que ça me coûte, ce n'est pas pareil que si ça ne fait que de me coûter. D'accord ? C'est-à-dire que si un système plus circulaire permet de développer des activités locales qui fait qu'il y a moins de gens qui n'ont pas de boulot et qu'il y a de la ressource fiscale qui se fait aussi, c'est pas pareil. On est encore dans une dépense d'investissement qui va produire un retour d'investissement et dans un autre cas, on est dans de la dépense sèche qui ne produit rien. Donc ça, je crois que c'est vraiment très très important. Il y a des études là, sur les emplois dans les gaz de schiste. $1 milliard, ça fait 2 emplois et demi. Donc il faut voir comment on va, c'est une question de l'allocation des moyens qu'on va mettre, parce que dans une situation où notre économie est quand même en situation assez délicate, où chacun sent bien qu'on est obligé de se renouveler, de réinventer des choses nouvelles, parce que
les grands systèmes qui étaient supposés nous sauver la vie sont en situation ou d'être en difficulté ou bien d'exporter à l'extérieur les plus-values qu'ils font, quelque part, on devra repasser par le local pour essayer, au moins pour tout ce qui est la partie de l'économie domestique, faire en sorte qu'il y ait le maximum de choses qui se passent sur des... Donc ça, la question du coût, hein, il faut la prendre, parce que il faut vraiment la prendre dans son ensemble. C'est un truc compliqué, c'est complexe. Voilà ce que parce que sinon c'est fait de façon simpliste et on dit regardez ça coûte tant, et par exemple pour l'instant personne n'est capable de connaître par exemple aujourd'hui ce que coûte l'accident de Fukushima. On le saura que dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 40 ans ou dans 50 ans quand on aura peut-être à ce moment-là déjà démantelé par exemple. Donc ça coûte quoi ça, hein, ça coûte quoi, donc il faut forcément qu'on prenne c'est-à-dire que donc de toute façon c'est compliqué. Hein, et voilà, mais c'est un bon sujet de débat pour dissocier ce qui est investir pour changer plutôt qu'investir pour rester statique. Parce que sinon on risque de payer deux fois. Une fois pour pas changer, puis l'autre fois pour changer, et ça coûte très cher. Merci Gérard Magnin. Je crois que vous pouvez l'applaudir puisqu'il a beaucoup donné de sa personne. Et on peut vous remercier pour la clarté de votre exposé. Et puis Loïc, si vous voulez conclure, alors puisqu'il y a bien une conclusion, tout se passe toujours comme prévu. Bien. Juste peut-être deux petites informations qui peuvent être versées au débat. D'abord, hein, j'ai noté dans le contexte social, on parlait tout à l'heure, je dirais, de l'identification des situations sociales particulières. En Alsace, 72% des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement. Et la retraite moyenne d'une Alsacienne, donc à la retraite à un moment, on peut se retrouver seul, en Alsace c'est 932 €. Voilà, donc ça donne des paramètres sociaux, comment engager une transition énergétique dans des cas comme cela. Et deuxième point, alors c'est tout chaud, hein, je siège à la commission locale de l'ANA et cet après-midi, du 68, et cet après-midi, on nous a informé que dans quelques jours, la ministre du Logement informera et prendra la parole autour de la création d'un guichet unique qui regroupera, à travers un numéro de téléphone national, les points info énergie de l'ADEME et la DIL au niveau, donc avec des ressources locales, mais une visibilité nationale. Donc on parlait des guichets d'autres pays, et on voit bien, alors ce ne sera pas encore le financement, ça sera déjà l'information, mais au moins on uniformise, on facilite les choses, on a compris quand même quelque chose. Bonsoir, j'aurais dû commencer par cela à toutes et à tous. Et bien évidemment, un grand merci à notre intervenant, M. Magnin, ce soir. À la fois, ça a été dit pour la clarté de l'exposé. Je pense aussi qu'on peut rajouter pour l'engagement d'Énergicité et tout le travail qui est effectué. Et puis ce soir, pour probablement nous avoir aidé à mieux comprendre que les territoires et leurs habitants peuvent être à l'initiative, je dirais même, ils doivent être à l'initiative. J'ai bien noté dans le début de votre propos qu'une transition par essence, peut-être par nature, on va dire plutôt, cela peut prendre du temps. Vous avez dit 40 ans, je crois, pour l'heure en Angleterre. On pourrait ajouter qu'une transition, c'est un peu le chemin qui mène d'un équilibre vers un autre équilibre. La transition, elle porte en elle, finalement, la notion de mouvement et la notion d'équilibre. Alors, à cela, quand vous écoutez un petit peu les détracteurs de ces démarches, ils vous disent finalement, en filigrane, c'est que la société, son rapport à l'énergie, finalement, elle est en mouvement depuis des siècles. Le bois, le charbon, le nucléaire, le pétrole. Et finalement, la transition, pourquoi s'en occuper, puisque on pourrait se dire qu'elle existe déjà par l'effet conjugué du marché, de la consommation ou de l'innovation. Oui, sauf que pour cette transition-là, qu'on pourrait qualifier de transition en roue libre, personne n'a la carte pour nous dire où elle nous mène. Or, un mouvement non contrôlé, qui, on le sait aujourd'hui, ne nous amènera pas à un nouvel équilibre, ce n'est pas une transition, c'est une crise.
Se saisir, me semble-t-il, de la transition énergétique, analyser et comprendre la constitution des équilibres et choisir collectivement, élus, citoyens, société civile, entrepreneurs, choisir collectivement et en connaissance de cause un cap, un objectif, un chemin, c'est donc fondamentalement reprendre le volant de notre destin. Ce n'est donc, à mon sens, nullement une contrainte. Je pense que c'est un acte de réappropriation de notre liberté. Voilà, je conclurai ainsi cette 4e conférence de notre cycle. Je vous remercie encore une fois pour la qualité de votre participation, de votre écoute. Et je formule le souhait avec les organisateurs, donc la Société industrielle de Mulhouse, la M2A et le Conseil de développement, que cette soirée aura, une fois encore, contribué à nourrir notre intelligence collective. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à vous inviter au pot de l'amitié. Bonne soirée.